Ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool. Simon says, everybody down on the floor. Now, nobody loses their head, then nobody loses their head. You, sir. Yeah, you do the honors. Take that cat. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc semi-rétrospective cette fois-ci puisque nous allons parler de l'un des plus grands acteurs de sa génération tout simplement mais pas de toute sa carrière puisque elle est pas petite hein. L'acteur nous en parle aujourd'hui a 56 films à son actif et 51 réalisateurs avec lesquels il a collaboré, dont 2-3 avec qui il a fait plusieurs films, je pense notamment à Fincher, mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas tout seul puisque mon ami, partenaire, collègue de live, vous l'avez déjà vu, Cinécia Galaxy, m'accompagne une nouvelle fois. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté de te joindre à moi donc, pour parler donc, de l'acteur en question. Avec grand plaisir, c'est mon acteur préféré, quasi ex aequo avec Tom Cruise. Ça dépend des années. Des fois, c'est mon acteur préféré. Des fois, c'est mon deuxième acteur préféré. Mais voilà, c'est dans mon top 2 de tous les temps depuis que je suis gosse. Donc, très content. C'est justement pour ça que j'ai choisi cet acteur, puisque, alors, aujourd'hui, nous en parler de Brad Pitt. Alors, bon, je suppose que vous connaissez toutes et tous Brad Pitt, hein, l'un des plus grands acteurs de sa génération, du cinéma, comme je l'ai, 56 films à son actif, et c'est toujours pas fini. D'ailleurs, hein, sa carrière est très loin d'être terminée, et on fera un petit point sur ce qu'il est en train de tourner en fin de vidéo. Alors, justement, je savais que c'était l'un de tes acteurs préférés, donc c'est pour ça que je t'ai proposé, puisque, pour replacer un petit peu le pourquoi du comment de cette vidéo, nous avions fait un live donc sur Le Dernier Samouraï et L'Armée des 12 singes. Et dans L'Armée des 12 singes figure Brad Pitt. Donc c'est l'un de ses meilleurs rôles puisqu'il avait eu un Oscar pour ce film-là. Et donc, au cours de ce live, on s'était dit avec Julien, parce qu'on avait cité quelques films en vrac où il nous avait marqué, et on s'était dit qu'un jour, du coup, on ferait une vidéo donc sur des films de lui qui sont assez sous-cotés, sur ses rôles assez méstimés, d'où cette vidéo. Voilà, je vous recite un peu le contexte. Alors, comme je le disais, on va pas faire tous ces films, hein, puisque ça prendrait plus de 3 heures de vidéo, donc peut-être qu'on y reviendra, mais sur plusieurs vidéos, parce que caser 56 films en vidéo, ça me paraît assez compliqué quand même. Donc, on va pas tourner plus autour du pot. Donc, nous sommes en 1991. Et donc Brad Pitt se révèle enfin au grand public, puisqu'avant il avait fait quelques rôles mais il n'était pas crédité ou alors il n'avait tout simplement pas marqué aux yeux du public. Thelma et Louise du grand Ridley Scott, où il joue JD, donc un autostoppeur qui sera pris en stop tout simplement par Jenna Davis et Susan Sarandon, donc qui jouent deux femmes en fuite, donc deux amies en fuite. Et donc, même s'il n'a qu'un petit rôle, un autostoppeur, donc il devient ce film, il sera au rang donc des plus grandes stars internationales, voilà, et par la suite il enchaînera avec des grands rôles. Mais voilà, donc je tenais quand même à revenir un petit peu au début de sa carrière. Alors moi, Thelma et Louise, c'est un de mes films préférés. Que ce soit de tous les temps, même mon film préféré de Ridley Scott. Alors Ridley Scott, vous le connaissez, hein, Gladiator, Kingdom of Heaven, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, il a fait beaucoup de films. Dernièrement, House of Gucci et Le Dernier Duel. Alors, j'ai adoré l'un et détesté l'autre. C'est pas compliqué. Alors, que penses-tu de Thelma et Louise et du petit rôle de Brad Pitt dans ce film-là? Alors, je ne l'ai pas revu depuis que je suis gosse. Je l'ai vu qu'une fois, Thelma et Louise. J'ai très peu de souvenirs, si ce n'est la fin du film et quelques scènes, notamment la scène où il y a Brad Pitt, qui, je dois le dire en toute honnêteté, ne m'avait pas marqué à l'époque. Voilà, j'avais pas trouvé que, mais à l'époque, voilà, je m'intéressais pas forcément à la carrière de Brad Pitt. C'est surtout après que je m'y suis intéressé. Et oui, il a un rôle de plutôt beau gosse, playboy, un petit peu. Qui est pris en autostop, qui sert un petit peu c'est ce qu'on appelle un toy boy un petit peu. C'est le garçon jouet, c'est le mec qui est là surtout parce que il est beau gosse, mais j'avais pas forcément trouvé de profondeur à son jeu. Ceci dit, on sent déjà que le mec a du charisme, qu'il est beau gosse, et ensuite ça va s'avérer tout au long de sa carrière, mais j'ai pas une
d'expression, de profondeur psychologique au niveau de son rôle. C'est vraiment un rôle que n'importe quel acteur beau gosse aurait pu remplir. Pour moi, c'est pas le rôle qui m'a révélé Brad Pitt, contrairement à True Romance, quelques temps après, où déjà là, pour moi, le rôle est un petit peu plus intéressant. Mais pour rester sur Thelma et Louise, je me rappelle surtout du final entre Susan Sarandon, Gina Davis, le canyon, la voiture. Et après, j'ai très peu de souvenirs. Faudrait que je me regarde de nouveau le film, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Parce que j'ai enchaîné pas mal de films de Brad Pitt cette semaine. Voilà, j'en ai enchaîné 4 ou 5. Donc, je ne serai pas le mieux à même de parler de Thelma et Louise. Je te laisse la parole. Alors, tu l'as dit, alors effectivement, au début de sa carrière, Brad Pitt, c'est surtout sur son physique très avantageux qu'il a joué. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Brad Pitt, à l'époque, il était plus reconnu pour son physique que pour son talent. Bon, dit comme ça, c'est un peu triste à le dire, mais effectivement, à l'époque, il a même été élu sexe symbole. Enfin bref, tout le jargon un peu hollywoodien, star, sexe symbole, l'homme le plus sexy du monde. Et à l'époque, c'était ça. Voilà, Brad Pitt, même à l'époque, on pouvait le faire apparaître 10 minutes dans un film. C'était juste sa belle gueule qui faisait que toutes les filles de la planète allaient voir ses films. C'est un peu comme Leonardo DiCaprio à l'époque, enfin bref, Tom Cruise aussi, enfin bref, tous les beaux gosses de l'époque, voilà, tous les hommes qui se révélaient un petit peu à cette époque-là, voilà, parce que Leonardo DiCaprio, c'est pareil, à cette époque-là, il était aussi au début de sa carrière. Tom Cruise, c'est pareil, voilà, on les voyait, mais ils étaient encore au début, et c'est surtout parce que ils avaient des physiques avantageux et beaucoup de charisme, hein, tu l'as dit, hein, même dans ce film-là, il a beau ne pas avoir un rôle très profond, c'est vrai. Mais à l'époque, voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu revenir sur ça, c'est parce que, ou pour faire justement une différence entre à l'époque où il n'était reconnu que pour ça, et aujourd'hui, par contre, où là, par contre, il a atteint un niveau de jeu d'acteur extrêmement remarquable. Voilà, c'est-à-dire que en 91, il est réduit à des apparitions, mais qui aujourd'hui sont notables. Hein, mais à l'époque, on le remarquait juste parce que il s'accouplait avec Jenna Davis. Et justement, alors, certes, il a un petit rôle d'autostoppeur, mais disons qu'il est un obstacle quand même pour le coup, parce que disons que Jenna Davis donc se laisse séduire par ce beau gosse charmeur. Voilà, elle est Jenna Davis donc qui joue une femme frustrée, condamnée dans un mariage qui ne lui plaît pas. Voilà, et donc c'est pour ça qu'elle fait avec Susan Sarandon et que les deux femmes décident donc de retrouver leur liberté. Hein, et évidemment, tu l'as cité, cette fin, je ne l'oublierai jamais, elle est magnifique. Voilà, cette fin, évidemment, elle est notable. Au casting, on a aussi Harvey Keitel. Là, dans un rôle assez aussi secondaire, mais bref, on a quand même un très beau casting. Voilà. Tu as aussi True Romance de Tony Scott avec Christian Slater qu'on retrouvera dans Entretien avec un vampire dont on parlera dans quelques instants. Et Brad Pitt, de toute façon, il a recroisé des réalisateurs, des techs, Anthony Hopkins, Christian Slater. Enfin bref, il a joué avec pas mal d'acteurs ou de réalisateurs. Donc ça, c'est pas un problème. De toute façon, il a un peu pré-croisé toutes les plus grandes stars d'Hollywood à l'heure actuelle. Et donc, Thelma et Louise, donc, alors qu'il passe une nuit d'amour, une nuit charnelle avec Jenna Davis, il leur pique l'argent. Ce qui malheureusement leur fait un obstacle, puisqu'après, le personnage de Jenna Davis est dans l'obligation de commettre un braquage qui du coup se remarquera aux yeux donc des forces de l'ordre et feront donc de ces deux femmes donc qui étaient juste en quête de liberté, elles deviendront à cause de ça donc des fugitifs. Voilà. Donc même si Brad Pitt ici ne joue pas un rôle remarquable comme tu l'as dit, psychologiquement voilà il est très loin de marquer, même si aujourd'hui encore une fois, même moi à l'époque voilà quand j'avais découvert Thelma et Louise je me disais Brad Pitt il joue là-dedans. Tiens donc. C'est vrai que ça peut surprendre aujourd'hui, tellement parce que c'est vrai que maintenant il a fait tellement d'autres rôles que celui-là il a un petit peu passé aux oubliettes. Pas le film, hein, juste son rôle, et c'est normal. Mais c'est vrai que son rôle a quand même une certaine incidence sur le reste de l'intrigue, et c'est pour ça que aujourd'hui on s'en souvient, voilà. Mais il fallait quand même revenir un petit peu au cours de sa carrière et pourquoi on l'a connu, comment il s'est fait connaître et quel a été entre parenthèses le déclic. Comment il s'est fait reconnaître? Parce qu'évidemment, avant ce rôle-là, il était inconnu du grand public. C'est ce rôle-là, justement, qui déclencha sa renommée mondiale. Écoute, on peut passer directement au reste, hein, puisque du coup, je voulais juste rappeler un petit peu le début de sa carrière. Et donc, on passe à un film beaucoup plus notable, où Brad Pitt y tient un rôle beaucoup plus majeur, et Au milieu coule une rivière, donc sorti en 1992, et réalisé par le grand Robert Redford. Alors, je disais à l'instant que Brad Pitt avait travaillé avec les plus grands d'Hollywood. Robert Redford, pareil, un nom de renom, évidemment, une
Une classe aussi. Robert Redford, il a beaucoup joué pour Sidney Pollack. On l'a entrecroisé très vite fait dans le MCU. Bon, sa filmographie, elle est longue comme le bras, donc je vous invite à aller rechercher ses films parce que tous les cités seraient trop volumineux. Alors, dans Et au milieu colline rien, donc il joue le rôle de Paul Paul McLean, donc aux côtés de Norman McLean, donc son frère. Il y joue donc un jeune boy scout, alors encore une fois, physique avantageuse, mais là, cette fois-ci, il a un beaucoup plus grand rôle, parce que cette fois-ci, donc, on est avec deux frères, donc l'un est plutôt sur une ligne droite, il fait des études, il devient professeur. Quant au personnage de Brad Pitt, lui, il est beaucoup plus dans une ligne un peu bancale. Voilà, il a des dettes au poker, il ne fait pas d'études, il rentre plus tard chez lui. Enfin, il a un comportement beaucoup plus inapproprié. Voilà, son frère est beaucoup plus dans la sagesse et dans un comportement que ses parents pourraient admirer, tandis que son frère, lui, va partir un peu en sucette. Voilà. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce film et du rôle de Brad Pitt? Ben, malheureusement, comme je te disais, je n'ai pas vu ce film. C'est un manquement dans ma filmographie. J'aurais voulu le voir cette semaine pour cette rétrospective. J'ai pas eu le temps. Euh, c'est un des rares films que je n'ai pas vu, mais je crois qu'ils se sont recroisés dans mes souvenirs sur Spy Game de toujours Tony Scott, il me semble, Robert Redford et Brad Pitt. Oui, Donc, exact. Alors, c'est ça. ouais, c'est C'est ça. ça. Pour moi, Alors, Brad Pitt, c'est Robert Redford en plus jeune, tout simplement. Donc, j'y vois entre les deux une filiation naturelle. Donc, j'ai hâte de voir le film, mais malheureusement, je ne pourrais pas en parler, je ne l'ai pas vu. Mais clairement, pour moi, Brad Pitt, c'est Robert Redford quand il était jeune. Ils ont à peu près une filmographie, ça se ressemble beaucoup certains rôles. On y reviendra quand on parlera de certains films, mais voilà, j'ai pas vu le film. alors, alors, c'est drôle parce qu'effectivement, tu n'es pas le seul à relier ces deux physiques, hein. Tu as dit que ce soit au niveau physique, au niveau filmographie. Beaucoup disent Brad Pitt égale Robert Redford en plus jeune. Beaucoup disent ça, donc c'est pas de toi que je vais l'apprendre le premier, enfin que je vais entendre dire ça le premier. Alors, du coup, bah, mon rôle, ça va être de vous donner envie, de donner envie de voir ce film. Alors, ce film, il est pourvu d'une authenticité, d'un naturel, d'une beauté. Voilà, beaucoup de bons adjectifs, mais c'est un film très pur. Voilà, c'est un film c'est un film d'époque, voilà, qui parle d'une famille de deux frères, voilà, comme je le disais, Norman et Paul McLean, donc qui sont issus d'une famille de bourgeoisie. Hein, donc le père, le patriarcat de la famille, il est pasteur, voilà. Et donc on est en 1900, oui, on est en 1992, mais le film se situe bien avant au niveau de l'époque. C'est un film qui parle tout simplement d'une famille qui a pour tradition d'aller à la pêche tous les dimanches. Voilà. Donc en parallèle, on croise donc ces deux frères alors qu'ils sont petits. Voilà. Et on va les suivre de leur jeune enfance jusqu'à leur âge adulte et on apercevra même Norman adulte. Et ce film, alors, toi, donc je vais citer le mot pudeur parce que c'est un film, il n'y a pas plus sincère, il n'y a pas plus authentique, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus pudique. Enfin, ce film, il est démuni à tout point de vue de vulgarité. Voilà, il n'y a pas une seule allusion sexuelle ou même scène un petit peu vulgaire, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est un film très propre, très beau, photographie magnifique, jeu d'acteur authentique, naturel. Bon, en même temps, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Voilà, leurs personnages ne sont pas très profonds non plus. Même si Brad Pitt dira qu'il trouve que sa performance dans le film est l'une de ses pires. Voilà, il se juge lui-même extrêmement faible. Mais moi, ce que je dirais, c'est que pour l'avoir revu pas plus tard qu'hier soir et que ce matin, je dirais que c'est un des plus beaux films qui puissent exister. Peut-être pas dans la carrière de Brad Pitt, parce qu'il a fait, Dieu sait combien il a fait de films magnifiques et de rôles exemplaires. Mais en tout cas, que ce soit dans son rôle ou dans le film en lui-même, c'est presque de la poésie. C'est beau, c'est naturel. Ça rejoint un petit peu Stand By Me de Rob Reiner, si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Ah, bah, en tout cas, ça rejoint un peu ce type de film. Voilà, ce type de film qui parle juste de l'adolescence, entre parenthèses, de ces petites villes dans l'Amérique, mais qu'on n'est pas trop. C'est juste des histoires de famille. Voilà. Alors le film dure longtemps, le film dure un peu plus de 2 heures, mais c'est un bonheur en fait à regarder. C'est juste un bonheur. Voilà, quand on voit ces deux frères pêcher du poisson en famille. Parfois, il y aura des conflits. Voilà, on va les voir rencontrer l'un. On va les voir poursuivre leurs études, on va les voir évoluer, on va les voir grandir.
Donc oui, ce film, vraiment, je le recommande à toutes celles et ceux qui n'ont pas vu, dont à toi, Julien, parce que vraiment, c'est un film important, c'est un film culte. Voilà, Robert Redford, il s'inspire probablement de sa jeunesse, donc peut-être que c'est autobiographique, voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de lui dans Norman, un petit peu de lui dans Paul, voilà, peut-être que ce sont deux personnages en qui il a mis un peu de lui, voilà, c'est un film qui, c'est un film, oui, qu'on peut dire, non, pas un film de retraité, mais c'est un film tranquille, voilà, c'est un film sage, c'est un film posé, c'est un film qui fait du bien. C'est pas un feel good parce qu'il a quand même des moments tragiques, il a quand même des moments tristes, mais c'est un film qu'on a besoin de voir, voilà, qui est important, voilà, qui nous rappelle combien la famille, les frères, c'est important. C'est un film aussi qui parle de religion. Voilà, comme je le disais, le père de famille est pasteur, donc forcément, il y a quelques notions, il y a quelques idéologies un petit peu religieuses. C'est un film qui va parler d'amour, c'est un film qui va parler de l'amour et de l'offrage, voilà, de la pureté de la vie, de l'innocence. Voilà, c'est un film qui va parler un petit peu aussi de la violence, puisque, comme je le disais, le personnage du coup de Brad Pitt n'est pas sur le bon droit chemin. Voilà, il fait des bêtises, il a des dettes au poker, et il boit, enfin bref, il n'a pas un comportement que ses parents pourraient juger approprié. Malheureusement, bon, ça je peux pas vraiment le dire, mais disons que le film ne se finit pas forcément très bien pour tout le monde. Je resterai très vague. Mais voilà, en tout cas, il est au milieu coulé une rivière, c'est un magnifique film. Je l'ai vu 2 fois. La première fois, il m'a bouleversé. La deuxième fois, il m'a tout aussi marqué. Voilà, c'est un film important. Donc oui, je le recommande très chaudement. Voilà, c'est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Ça donne envie. Ah bah, c'est parfait, hein, c'est un peu le but. Alors du coup, on va passer à un film que tu as vu cette fois-ci. Alors, entre-temps, donc en 1993, il a fait donc California de Dominic Sena avec Juliette Lewis et il a fait donc True Romance qu'on citait avec donc de Tony Scott avec Christian Slater et Patricia ou Rosanna Arquette, je sais plus très bien. Rosanna, il me semble. Rosanna, oui, on va dire Rosanna. Attends. Non, je crois que c'est Patricia Arquette. Oui, oui. Et Patricia. Ouais, c'est Patricia Arquette, c'est ça. C'est ça, c'est Patricia Arquette. Exactement. Et Patricia Arquette, donc film écrit par un certain Quentin Tarantino que Brad Pitt retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard pour un certain film nommé Inglourious Basterds, dont on ne parlera pas dans cette vidéo vu que c'est un film qui a une bonne renommée, qui a une bonne réputation dans sa carrière, mais un Tarantino que j'aime bien d'ailleurs. Voilà. Donc nous sommes en 94 et il croise donc la route de Neil Jordan pour Entretien avec un vampire et il donne la réplique à un certain Tom Cruise, donc qui est justement ton acteur préféré. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Bah écoute, alors, je l'ai vu quand j'étais gosse, j'en avais très peu de souvenirs, si ce n'est de Kristen Dunst, et je l'ai revu donc avant-hier. Alors, avant toute chose, pour moi, c'est pas le meilleur film de vampire. Le meilleur film de vampire, ça reste pour moi Dracula de Coppola, pour son ambiance gothique, baroque, les Carpates, Gary Oldman. Bref. Pour moi, ça reste le meilleur film de vampire. Mais il est clairement, Entretien avec un vampire, dans le top 5 des meilleurs films pour cette ambiance unique, crépusculaire, en plus à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 19e. J'aime énormément cette ambiance. Donc, mes deux acteurs préférés qui se donnent la réplique, et c'est la seule fois, et j'espère vraiment qu'un jour, avant la fin de leur carrière, qui n'est pas prête d'arriver pour l'instant, mais j'espère vraiment qu'un jour, ils vont de nouveau se donner la réplique des grands rôles, parce que pour moi, Brad Pitt, Tom Cruise, c'est un petit peu Pacino, De Niro. Voilà, c'est à peu près le même style de duo. C'est pour moi, ils sont aussi grandioses l'un que l'autre. Et donc, c'est un film que je trouve fascinant visuellement, surtout visuellement et au niveau de l'ambiance. Donc tout ce qui est, c'est on va dire tradition haïtienne, parfois même surnaturelle. On a des esclaves qui font à un moment donné du vaudou. Tout ce genre d'ambiance qu'on peut avoir dans Vivre et laisser mourir, il me semble, James Bond avec Roger Moore. Il me semble que ça se passait aussi en Nouvelle-Orléans ou dans les îles. Mais voilà, toute cette ambiance un petit peu Macumba, Baron Samedi, ce genre de choses. Donc déjà, c'est fascinant. L'époque où ça se passe, il y a encore l'esclavage et on a une jeune Sandy Newton qui a un petit rôle qui ensuite rejouera avec Tom Cruise dans Mission Impossible 2. Tous les personnages qui gravitent sont excellents, mais le trio Tom Cruise, Brad Pitt et Kristen Dunst,
je le trouve exceptionnel. Alors, pour moi, quand même, Brad Pitt survole le film. Il est au-dessus de Tom Cruise sur ce film-là. Je le trouve supérieur. Très peu, ça se joue à très peu. Peut-être parce qu'on le voit durant tout le film et parce que je reconnais déjà la gestuelle de Brad Pitt. C'est sa manière, on va dire, ses tics de visage, sa manière, sa gestuelle, son comportement, ses mouvements. Il a vraiment quelque chose de très particulier, Brad Pitt, quand on regarde tout au long de toute sa filmographie. Il a une manière de faire avec les mains, avec le visage, des rictus. Et j'aime le fait qu'il ait un caractère posé, que ce soit le gentil, entre guillemets, de l'histoire, le vampire qui veut quand même rester, garder un côté humain. Je trouve que Tom Cruise, pour un de ses rares rôles de vrai méchant pour le coup, je trouve Tom Cruise brillant, même si je déteste son rôle, je le trouve exceptionnel. Et Kristen Dunst, je déteste son rôle, mais j'aime la détester, je la trouve géniale. C'est juste que son rôle, je la trouve diabolique. Mais voilà, Brad Pitt, je suis content qu'il ait le meilleur rôle pour moi dans le film, en tout cas le rôle auquel on peut s'identifier, entre guillemets. 94, il a ce look de beau gosse, sex symbole. Pour les vampires, ça colle très bien parce que les vampires, c'est la jeunesse éternelle, c'est la séduction. Je trouve qu'il est, c'est vraiment un grand rôle de sa carrière et de toute façon, cette année-là marquera pour moi le meilleur rôle, mais on y reviendra. Que dire de plus si ce n'est que là, il commence sa filmographie, il partait de petits rôles qui étaient quand même s'ils étaient intéressants, ils n'étaient quand même pas exceptionnels, donc dans Thelma et Louise et True Romance. Et là, il a un grand rôle. Et là, ça va être l'enchaînement à partir de Entretien avec un vampire, ça va être l'enchaînement de masterclass sur masterclass, chef-d'œuvre sur grand film. Et Entretien avec un vampire, c'est pas pour rien qu'il a cette réputation de grand film. Que dire de plus? Je te laisse la parole, mais vraiment, ouais, c'est un excellent film. On se doit d'avoir vu le film au moins une fois, surtout si on aime les films de vampires. C'est pas forcément mon genre préféré, les films de vampires, mais j'aime bien quand c'est des films de vampires de qualité. Après, voilà, c'est pas le meilleur pour moi, mais il est clairement dans le top 5, surtout pour son ambiance et pour Brad Pitt. Alors, par quoi rebondir? Alors, déjà, tu l'as dit, alors, on va commencer par l'ambiance et par. Alors, les vampires, moi, je l'ai vu hier. Donc, toi, très clairement, tu l'as découvert il y a plusieurs années. Moi, mon visionnage date d'hier, donc j'en avais un peu plus à chaud. Alors, je l'ai bien, j'ai beaucoup aimé le film, mais alors. Et effectivement, tu l'as dit, voilà, Brad Pitt dedans, il a plutôt ce rôle de gentil, donc il subit les foudres du machiavélique parce que c'est ça, hein, Tom Cruise est absolument machiavélique dans ce milieu, il est méchant, oui. il est cruel, voilà, il ôte du coup la vie de mortel de Brad Pitt, elle le condamne à rester indéfiniment vivant, tout simplement, et Brad Pitt, influencé par Tom Cruise, fera subir ce même sort à Kirsten Dunst. Alors Kirsten Dunst, je vais vraiment faire une petite aparté sur elle parce que je la trouve que dire, c'est une gamine et je la trouve sensationnelle. Voilà, très clairement. Bon, déjà, quand t'es petite fille, que tu joues pour Neil Jordan et que tu fais face à Brad Pitt et Tom Cruise, déjà, je pense que tu as quand même une certaine pression derrière toi. Je pense le rôle qu'elle a joué, pareil, c'est horrible. Enfin, voilà, elle joue le rôle d'une gamine, donc éternellement condamnée justement à ce sort-là, puisque vu que Brad Pitt l'a mordue alors qu'elle n'était qu'une enfant, du coup, elle ne pourra plus grandir. Ce qu'elle lui reprochera d'ailleurs, hein, elle leur en voudra éternellement pour l'avoir mordue alors qu'elle était enfant. Mais voilà, Kirsten Dunst, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup, hein, même si par la suite on la retrouve dans des films plus indépendants ou même héroïques, c'est une actrice que je trouve ici mémorable. Voilà. En ce qui concerne Brad Pitt, je trouve que il joue très bien. Voilà, il a encore un rôle assez. On sent qu'il a du charisme, qu'il en impose. Il est présent. Tu l'as dit, il est même plus présent que Tom Cruise lui-même. D'ailleurs, les petits retournements avec Tom Cruise. Oh, on pense qu'il est mort. Oh, non, il est pas mort. Oh, il revient. Oh, il revient à la fin. D'ailleurs, j'adore comment il revient plusieurs fois dans le film. On pense qu'il est mort. En fait, non, il n'est pas mort. Surtout à la fin avec Christian Slater, je trouve la fin très amusante, un peu osée. Bon, j'avoue que j'ai pas trop compris la fin dans la voiture, etc. Mais bon, c'est la fin, elle est très efficace, elle fonctionne très bien. Mais Brad Pitt, je trouve que dans son rôle, voilà, il essaye de jouer le gentil.
il essaye, mais il est comme influencé par un Tom Cruise très machiavélique, très influent, très autoritaire, très sévère. Et c'est vrai qu'il va un peu traverser les époques. Voilà, il va évoluer en tant que vampire, il va apprendre à rester vivre éternellement. Et moi, je le trouve vraiment très bon. Alors, tu l'as dit, au départ, il partait de simples petits rôles. Et puis là, bon, il joue quand même pour Neil Jordan. Neil Jordan, c'est très loin d'être un petit réalisateur, hein. Vous voyez notamment le film Avif avec Jodie Foster. C'est excellent. Mais voilà, vraiment, je trouve qu'il manque encore d'affirmation. Voilà, il est très bon, mais je trouve qu'il reste encore assez superflu dans son jeu. Il a de la présence, il a du charisme, mais quand on a déjà un Tom Cruise donc qui sort ici donc du film La Firme de Mitch McDear et après Entretien avec un vampire, il commencera la saga Mission Impossible avec Ethan, donc de Brian De Palma. Voilà, je pense que quand on est face à un Brad Pitt, à un Tom Cruise aussi violent, aussi sévère, on a du mal à s'affirmer, mais je trouve quand même qu'il s'en sort très bien, donc son rôle est plus que notable. Voilà, il joue quand même donc le vampire Louis de la Pointe. Alors, je le rappelle, le film est adapté donc du livre d'Anna Reich, donc sorti en 1976, donc c'est une nouvelle, donc le film n'est pas tiré d'un scénario original, mais d'une nouvelle, d'où l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, très sombre, etc. Parce que tu l'as dit, c'est un film d'époque extrêmement sombre. Il y a très peu de lumière, c'est beaucoup d'obscurité. Mais bon, le film joue en plusieurs ça, c'est quand même un peu le contexte, puisqu'on parle de vampires. Les vampires, ça vient un petit peu la nuit. Voilà, il y a même une très belle phrase que j'ai retenue dans le film. Et à ce moment-là, il vit son dernier coucher de soleil. Magnifique phrase, simplement. C'est vrai qu'il y a même un petit peu de poésie parfois. C'est un film qui est certes brutal, assez violent, mine de rien, parce qu'on voit quand même des gens se faire bouffer. Il y a même une scène très violente avec Antonio Banderas vers la fin du film, donc c'est très loin d'être un film gentillet et très gai, hein. C'est quand même un film relativement sombre, non, ça tranche. Ah oui, oui, ça tranche vraiment. On parle quand même de vampires. Bon, après, je t'avoue que j'ai pas vu du coup le Dracula de Coppola, même si on m'a dit beaucoup de bien de la prestation de Gary Oldman. Mais cela dit, vraiment, Entretien avec un vampire, c'est un film qui marque. C'est un film qu'on n'oublie pas parce que c'est un film qui possède vraiment une personnalité, qui possède vraiment un environnement, une ambiance, qui possède 2 têtes d'affiche, vraiment même 3, si on compte Antonio Banderas, bon, même s'il apparaît bien plus tard, mais quand même, Antonio Banderas, hein, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Donc, il possède quand même 3 têtes d'affiche bien charismatiques, même si, pour moi, je trouve que Brad Pitt a un petit peu de mal à s'affirmer, quoi. Il joue, il a du jeu, il a de la présence, il a du charisme, mais même s'il apparaît, même s'il arrive quand même à tenir le film sur ses épaules et à donner la réplique à Tom Cruise, je trouve qu'il a du mal à aller plus que les instructions qu'on lui a sûrement données. Voilà. Ce sera peut-être la seule petite remarque. Je le trouve bien, mais contrairement au talent qu'on lui connaît et à ce qu'il fera beaucoup plus tard, je pense qu'il a eu un petit peu de mal à s'affirmer. Et d'ailleurs, petite anecdote à propos de Tom Cruise, c'est que quand Anna Reich a su que c'est Tom Cruise donc qui allait interpréter ce personnage, elle fut déçue. J'allais le dire donc, ça tombe bien. Aïe, 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 aïe. Oui, bah non, oui, mais parce que vas-y, tant mieux, c'est très bien. Et donc, elle vit donc Tom Cruise dans le film et elle fut tellement convaincue de sa prestation, et ça c'est vraiment très drôle, qu'elle lui envoyait une lettre d'excuse. Et ça, vraiment, ça c'est quand un acteur arrive à faire changer d'avis l'autrice de la nouvelle où le film joue ou duquel le film s'inspire, j'ai envie de dire, toutes les preuves sont faites, toutes les preuves sont faites, il n'y a plus rien à prouver. Voilà, de toute façon, Tom Cruise, grand acteur, grande prestation. Et elle l'avait saccagé, elle l'avait défoncé. Elle voulait vraiment pas que ce soit lui. Elle l'avait dit dans la presse et tout. Et lui, il l'avait mal pris, Tom Cruise. Il l'avait pris un petit peu comme une humiliation. Et quand elle l'a vu, elle s'est excusée, lettre d'excuse. Donc après, voilà, ça y est, c'est oublié, c'est excusé. Mais la preuve que Tom Cruise est un très grand. Mais c'est vrai que je trouve que disons que Tom Cruise, c'est un méchant total. Il est machiavélique, vraiment, hein, il est diabolique. Mais je trouve que, comme Brad Pitt, il garde sa part d'humanité et qu'il lutte tout au long du film, je lui trouve un petit peu plus de nuances. Alors, moi, je lui trouve un petit peu plus de nuances. Je ne sais pas si c'est l'écriture, si c'est l'interprétation, peut-être les deux. Mais je m'identifie plus à Brad Pitt, donc je suis content que ce soit Brad Pitt qui ait eu le rôle de Louis, le rôle principal. Oui, non, mais tout à fait. Alors,
à noter que de base, Brad Pitt, ce n'était pas le premier qui devait jouer Louis, hein. Et même pour Lestat, il y avait eu plusieurs choix de rôle. Et même d'habitude, pour petite anecdote, Brad Pitt a failli jouer Lestat. Donc, il a failli jouer le méchant d'ailleurs, hein. Donc, les rôles s'inversent, les rôles se changent, mais du coup, chacun se retrouve bien à sa place. Mais me concernant, alors il y a plusieurs scènes qui m'ont quand même bien marqué avec Brad Pitt. Donc il y a notamment une scène vers la fin où du coup, donc ses partenaires sont calcinés dans la grotte, voilà, avec les rayons du soleil. Et là, donc ils n'arrivent pas à attendre pour les sauver. Et là, ils voient leur corps calciné. Tu l'as dit, c'est un film qui tranche, c'est pas un film facile à regarder, mais je trouve la scène quand même assez marquante. De même, la scène du théâtre avec Antonio Banderas donc, qui déshabille cette femme. Et là, subtilement, on voit qu'il y a plusieurs vampires comme ça qui se jettent sur ce corps nu et le rideau se referme. Donc, c'est suggéré qu'il va se passer quelque chose de monstrueux donc, derrière ce rideau. Voilà, il y a quand même des scènes très subtiles, mais très bien réalisées. Justement, tout le talent de Neil Jordan ici qui nous suggère l'horreur, l'effroi, la violence sans nous la montrer. Tout le talent d'un film, pas besoin d'être provocateur, pas besoin de faire débat avec des scènes inutilement violentes. On suggère, c'est subtil et ça marche tout aussi bien parce qu'on imagine. Et parfois même, imaginer, c'est encore pire que voir. Vraiment. Il y a une autre scène du coup où justement la première fois du coup que Brad Pitt donc se fait mordre par Tom Cruise, voilà, et quand il se transforme en vampire, donc la transformation du coup de Louis de la Pointe du Lac, elle est marquante parce que c'est une scène très belle, très bien réalisée. Voilà, on voit que les deux se mordent, on voit le sang. Et faut savoir le jouer, ça quand même. Hein. Sucer le sang d'un vampire, se transformer, c'est pas quelque chose, c'est fictif quand même. Hein. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Et jouer toujours des choses qui n'arrivent jamais dans la vie réelle, c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais la scène, je la trouve très jolie. Qu'il y a une grande ambiance parce qu'après, évidemment, Louis s'emporte, il s'en prend à Tom Cruise, etc. Il y a une confrontation entre les deux hommes. Évidemment, Louis ne va pas tout de suite digérer le fait que ça y est, il est devenu immortel, que c'est devenu un vampire. Il ne va pas tout de suite digérer sa nouvelle condition de vie. Mais quand même, voilà, je trouve cette scène efficace, bien réalisée. De toute façon, tu as dit, c'est un film à ambiance. Voilà, même dès l'affiche, ça se ressent. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls films où Tom Cruise a un comportement pareil. Vraiment, c'est l'un des seuls films où on le voit méchant. Et même Brad Pitt, hein. Brad Pitt, non, je ne crois pas qu'il ait déjà joué des rôles très viscéraux ou très violents. J'en ai pas le souvenir. Après, j'ai pas vu tous ses films, tu me diras. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, dans ce rôle-là, il continue donc sur sa lignée, voilà, de jouer les gentils. Voilà, malgré le contexte, il joue un gentil. Il joue un homme qui traverse les époques, qui subit. Oui, subit ou plutôt, comment dire, s'habitue ou s'accommode à sa nouvelle condition de vie. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Je rajouterais que c'est un film qui est assez malsain, donc à réserver aux adultes quand même. Parce que même si on voit pas énormément de scènes de sexe, je trouve que la thématique est assez malsaine. Les faits de voir des gens se mordre jusqu'au sang, se sucer le sang et tout, c'est une ambiance assez malsaine quand même. Donc c'est à réserver à des esprits, on va dire, pas trop. C'est pas un film pour les enfants. Donc moi je dirais juste Ah oui, ça. non, ah oui, c'est sûr. Et si vous avez jamais vu Kristen Dunst dans ce rôle, que vous êtes habitué à la voir en MJ dans la trilogie Sam Raimi Spider-Man, ça va vous faire bizarre. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. J'avais que juste quelques souvenirs. J'avais surtout les souvenirs de Kristen Dunst en MJ. On est à des années-lumière du rôle. Vous n'allez pas la reconnaître du tout. Elle est flippante. Donc, à réserver aux adultes, mais c'est un excellent film. C'est très drôle parce que je me suis demandé si c'est toi au moins qui allais citer ce rôle-là. Et finalement, c'est toi qui y fais allusion. Bon, bah, au moins, c'est chose faite, hein. Vous êtes témoin, ce n'est pas moi qui, malgré mon affection pour ce personnage et pour cette trilogie, ce n'est pas moi qui aurais cité. Bien que moi je citerai Kirsten Dunst dans le film Virgin Suicide de Sofia Coppola, parce que c'est son actrice fétiche, voilà. Dans le film Marie-Antoinette aussi, donc de la même réalisatrice, donc et dans Les Proies également de la même réalisatrice. Voilà, elle a fait 3 excellents rôles pour Coppola. Alors Coppola fille pour le coup, parce qu'effectivement, Coppola père a fait Dracula, film de vampire, et voilà, parce que Julien le citait juste avec Entretien avec un vampire. À chaque fois, on arrive à faire des petites liaisons comme ça, c'est très drôle. Donc oui, effectivement, tu l'as dit, je vais compléter ce que tu as dit, effectivement, ça fait un peu bizarre. Moi-même, je me suis dit,
Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais. Dès son plus jeune âge, elle fait des rôles comme ça. C'est vrai que ça peut Ah, paraître c'est hard. extrêmement bizarre. Oui, non, non, mais tu as raison. Quand tu es fan comme moi de cette trilogie-là, tu te dis, ah oui, ok, d'accord. Là, tu te dis, On mais est sur attends, cette. c'est pas la même actrice. Il y a un problème, c'est pas la même actrice. MJ, tu sais, c'est la douceur et tout. Et là, tu vois, cette actrice, t'as envie de l'enfoncer un pieu direct. Clac, tiens, tiens. Non, elle est ignoble. Mais elle joue bien, hein, mais elle est ignoble. Ah oui, c'est justement ça. C'est une révélation. Voilà, de toute façon, c'est dans ce rôle-là qu'elle s'est révélée. Mais moi, je l'ai trouvé juste incroyable. Mais pour le coup, j'ai même pas pensé à son rôle plus tard dans les Spider-Man. Toi, tellement elle est efficace, tellement ça a des années-lumière. Mais justement, ça prouve toute la talent de l'actrice, c'est qu'elle peut passer d'un rôle de petite fille creux à la cruauté sans nom à un rôle dans un film de super-héros, à des films plus indépendants. Justement, c'est là qu'on connaît le talent d'une actrice et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une révélation à cette époque-là. Bah écoute, si Et tu n'as rien juste d'autre à rajouter, oui. les gens qui nous écoutent, regardez Mélancolia. Voilà. Regardez Mélancolia. Il y a Kristen Dunst dedans. Ah, c'est vrai. Alors oui, bien sûr, Mélancolia. Alors oui. Alors je déteste le réalisateur de ce film, hein, Lars von Trier. Je Moi n'aime aussi. absolument Je n'aime pas pas du tout. Moi, j'aime pas du. Ah Je suis bah pas fan de parfait. Lars von Oui, Trier. C'est un des c'est rares vrai. films de lui que j'aime. Ah bah ça tombe bien parce que moi aussi c'est un des rares films de lui que j'aime. Tu me l'avais d'ailleurs signifié sous une de mes anciennes vidéos où j'avais parlé de lui. Moi ouais, je vous recommande bien entendu Mélancolia parce que c'est vrai qu'elle est excellente. Et d'ailleurs c'est l'un des seuls films accessibles du réalisateur parce que c'est vrai que c'est un réalisateur que je trouve que je juge complètement. Bref, Voilà. Oui. je préfère ne pas être trop violent, mais bref. On va passer à un autre film, mais regardez effectivement Mélancolia parce qu'il y a beaucoup de poésie, de dépression. Bon, c'est un thème, c'est un thème propre à son réalisateur, mais voilà. Donc Mélancolia et Entretien avec un vampire. Passons donc en 1994. Il travaille donc pour la première fois avec Edward Zwick. Alors Edward Zwick, le réalisateur du film Le Dernier Samouraï, qu'on avait abordé justement dans ton live et qui fait qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, et du film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio, excusez-moi. Il y joue donc Tristan Ladlow dans le poétique, dans l'authentique film Légende d'automne. Alors, c'est un film. Alors, je vais faire une petite présentation et après je te laisse la parole. Légende d'automne, c'est un film que j'ai découvert le matin. Voilà, je me lève, je zappe sur Canal+ et je tombe sur quoi? Sur ce film-là. Et tout de suite, il m'emballe. Tout de suite, il m'enivre. Tout de suite, c'est un film qui m'emporte. Voilà, je suis transformé dans ce film d'une grande poésie où Brad Pitt, là, par contre, là, je me dis, waouh, quel charisme. Là, par contre, là, je reconnais que dans ce film-là, il a une grandeur, il a une présence, il a une prestation divine. Voilà, même tout le monde le disait d'ailleurs, Brad Pitt, il est beau comme un dieu. Et c'est vrai, tout le monde est obligé de reconnaître qu'il est beau, il est grand, il est charismatique. Et d'ailleurs, le film est un peu beau sur ça, parce qu'il est tellement beau, il a un charme sauvage, que du coup, il séduit la femme de son frère, donc Susanna, si je me trompe pas, Susanna. Et Susanna. oui, Susanna, c'est ça. Et voilà, et disons qu'il joue un personnage. C'est un film très triste. Hein, c'est pas un film encore une fois où on va rire, où on va. C'est pas un feel good movie du tout. Hein, c'est un film poétique, tragique, extrêmement dur parce qu'on parle quand même d'une histoire d'amour, mais où les deux sont séparés parce que tous les opposent. On va dire ça comme ça. Voilà, où Brad Pitt ne tombe pas amoureux de la bonne personne, enfin de la bonne personne, mais c'est compliqué. Voilà, il s'engage dans une relation amoureuse assez compliquée, puisqu'en fait, Susanna est la femme de son frère, mais son frère étant décédé au front, du coup, bah, les deux, ça vaut leur attirance mutuelle, parce que la femme en question est attirée par Brad Pitt, enfin par Tristan, et malheureusement, le Tristan ne s'étant pas remis donc de la mort donc de ses deux frères, puisqu'en fait c'est le dernier, c'est le seul qui a survécu à la guerre, il décida du coup de partir en exil et d'abandonner Suzanne. Voilà, là je résume un petit peu les grandes lignes de l'intrigue. Je crois qu'il y a, Je ne il crois y en pas a, faire. il y a Alfred, le plus grand frère, qui est toujours vivant. Ah oui, c'est vrai, oui, exactement, qui deviendra donc député au Congrès. Oui, effectivement, il y en a qu'un seul qui est mort et c'est le frère du coup enfin c'est l'époux de Susanna et c'est son frère qui est mort. Exact. Alors, Légende d'automne, c'est un film que je trouve magnifique, poétique, éblouissant, triste, certes, mais tout de même éblouissant. Vas-y, dis-nous un peu ton ressenti sur ce film, ce que tu penses de Brad Pitt là-dedans. Vas-y. Bah, c'est tout simplement le rôle de Brad Pitt que je préfère de toute sa carrière. Donc voilà, pour moi, c'est un rôle parfait
pour un film que personnellement je considère comme irréprochable, que c'est un film qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Il fait partie de mon top 15, top 20 de tous les temps. C'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse. Depuis, je compte plus le nombre de dizaines de fois que je l'ai vu. En gros, c'est un film, à chaque fois que je le vois, je pleure automatiquement parce que il est tellement puissant comme film. Oui, c'est une histoire d'amour avec un quatuor, donc une femme, les trois frères tombent amoureux, il y en a un qui est déjà fiancé avec elle, elle fait tourner la tête des deux autres. Ok, il y a cette histoire d'amour qui est magnifique avec Julia Ormond qui, à l'époque, était bouleversante, elle était d'une beauté naturelle et tout, très naturelle. Mais il y a aussi Brad Pitt qui est l'écorché vif dans ce film. Il est écorché vif. Il est à la fois traumatisé par le fait, parce qu'il y a des scènes extrêmement dures dans ce film. Il y a des scènes extrêmement dures. Je ne sais pas trop ce que je peux dire, si c'est du spoiler ou pas, mais je vais parler de la mort de son petit frère qu'il voit en direct dans les tranchées. Il avait son petit frère sous sa garde et son petit frère, son petit frère qui est quand même adulte, qui veut s'illustrer en tant que héros de guerre absolument. Parce qu'il est politisé et il y a vraiment quelque chose aussi dans la relation avec son père qui est un ancien général qui a combattu les Indiens et qui a été écœuré par le gouvernement américain durant la guerre de sécession et qui ne veut plus jamais entendre parler de guerre ou de politique sous son toit. Et pour lui, voir son fils s'engager dans la Première Guerre mondiale, c'est un échec absolu. Donc, il envoie ses deux autres fils pour prendre soin du dernier. Et c'est Brad Pitt, notamment, qui est le chouchou du père, Anthony Hopkins. Exceptionnel, Anthony Hopkins, royal. Et il lui échappe à un moment donné, il va sur le front pour remplacer quelqu'un. Et lui, il se lance à la poursuite de son petit frère. Et ça se joue à quelques mètres d'écart. Il voit son petit frère pris dans les barbelés, en train de se faire mitrailler littéralement. C'est une scène extrêmement violente. Mais c'est d'une violence. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Tu vois, en plus, c'est Henry Thomas, le petit garçon de E.T. C'est lui qui a grandi. Et il se fait mitrailler. On voit les gerbes de sang et tout. Mais c'est vraiment la cruauté de la Première Guerre mondiale. Et là, on a Brad Pitt qui est élevé par un Indien qui est l'ami de la famille, qui a appris les rites indiens, la culture indienne. Qui arrache le cœur de son petit frère dans une cérémonie indienne, qui va commencer à péter un câble, à scalper les gens dans les tranchées et tout. C'est un rôle, mais qui est d'une sauvagerie extrême. Et en même temps, il est très romantique par moments. C'est un écorché vif dans le film. En plus, avec son look de beau gosse, cheveux blonds, cheveux longs et tout, il a tellement de nuances de jeu. On sent que c'est le feu sous la glace. Il peut péter à n'importe quel moment et il se contient. Il y a des fois où il explose. Il y a toute cette partie du film où il mène une vie de débauche pour essayer d'atténuer sa souffrance en faisant les quatre coins, le tour du monde. Et il y a la dernière partie du film qui est une de mes préférées où il revient, le calme, la raison, il refait sa vie et voilà, je vais pas trop spoiler. Je sais pas ce que je peux spoiler. Donc, voilà, il refait sa vie avec une femme qu'il aime et une femme qu'il aime lui depuis toujours. Il se passe des choses tragiques et il y a des réconciliations. Ok, oui, c'est un film tragique, comme tu l'as dit, mais je trouve qu'il y a des moments de grâce qui font du bien, des réconciliations père-fils. C'est magnifique. Et c'est un film surtout qui respire la nature. C'est le Montana. Ça a été filmé dans le Montana et dans la province d'Alberta au Canada. Vous allez voir des paysages qui sont sublimes. En plus, on se passe à la fin du 19e, début du 20e, donc fin des années 1800, début des années 1900. Et même la fin de la vie de Tristan en 1963. C'est un film voilà, qui est hors de la société, hors du temps, dans la nature, avec ce ranch. Le vrai cow-boy, mais c'est un film qui est sublime visuellement, c'est un film qui est sublime par les thématiques, du fait de ne pas se mêler des guerres parce que ça ne fait que empirer, qu'il n'y a aucun honneur dans la guerre, quelles que soient les guerres.
et c'est une histoire romantique qui est bouleversante. Avec Julia Ormond, voilà. Encore une fois, j'essaye de pas trop spoiler pour vous garder la surprise pour ceux qui regardent cette vidéo qui n'ont pas vu le film. Mais c'est un film qui est passé, mais qui a été injustement défoncé par la presse, très très bas au niveau des notes. Oui, oui, c'est un film je crois qu'il a 2 sur 5 sur Allociné. C'est dire en moyenne presse. C'est dire l'échec total de la presse qui ne comprennent pas la beauté. C'est un film très poétique. Par contre, les spectateurs lui ont mis le double. Ils lui ont mis quasiment 4 sur 5. Pour moi, c'est un film qui mérite les 5 étoiles largement, mais c'est un film qui a été qualifié de mièvre, de timide, de poussif, de convenu, qui sombre dans le pathos, mais c'est absolument pas le cas. C'est un film qui est authentique, qui est sincère, comme la majorité des films d'Edward Zwick. Il y a beaucoup de points communs avec Le Dernier Samouraï, notamment quelqu'un de traumatisé par la guerre qui essaye de retrouver une vie paisible. Et puis bon, Edward Zwick a fait travailler Brad Pitt. Il a donné pour moi son meilleur rôle. Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï, un de ses meilleurs rôles. Brad Pitt, DiCaprio, un de ses meilleurs rôles avec Blood Diamond. Donc c'est un grand film par un grand réalisateur. Voilà, oui, non, mais tu l'as dit. Et puis la musique. Mais je te laisse t'exprimer sur la musique. J'y reviendrai dans quelques minutes. Alors, la musique, j'avais pas prévu de rebondir sur ça, même si c'est vrai qu'elle est, elle est immense. De toute façon, tout le film est immense, tu l'as dit, les paysages. Alors pour moi, la photographie, les paysages dans un film, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Voilà, quand tu vois des couchers de soleil. Dernièrement, j'avais vu Autant n'emporte le vent au cinéma. Wow, la photographie, c'est quand même assez phénoménal. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et surtout, quand tu as Brad Pitt, tu le valorises au mieux. Dans des beaux paysages, avec une belle caméra, avec une belle lumière. Quand tu as des beaux éléments comme ça, surtout qu'à l'époque, c'était quand même un beau gosse. Voilà. Quand tu as d'aussi bons éléments, quand tu as d'aussi beaux décors, tu fais au mieux pour les valoriser, pour bien les mettre en lumière. Il y a des plans larges, mais votre rétine, elle se régale. Hein. Très clairement, c'est un film authentique, qui respire la nature, c'est un film très naturel, voilà, pas d'effets spéciaux, pas de numérique, pas de fond vert, juste de la beauté, de l'authenticité, et ça c'est extrêmement important. Et c'est vrai que il y a quand même un quatuor amoureux là-dedans. Il y a même pas un triangle, un quatuor, mais même c'est même pas ça qui nous intéresse le plus. Ça, c'est le fond de l'histoire, c'est le déclenchement de l'intrigue. Et ce qui nous intéresse, comme tu nous l'as dit, c'est le changement de personnalité de Brad Pitt. Voilà, dans ce film-là, il peut péter un boulon comme être très sage, voilà, comme être une figure. Comme voilà, se promener tel un simple d'esprit, voilà, qui vagabonde, un vagabond, voilà, on peut le définir comme ça, un vagabond qui ne se soucie pas, qui est traumatisé par la guerre, qui tente de retrouver la sérénité, et ça c'est important. Et Brad Pitt, il n'est jamais plus beau que quand il joue dans Les Jaunes d'Automne. Vraiment, c'est un rôle très notable. Voilà, il a un rôle psychologiquement. C'est très développé. Voilà, on est très loin maintenant du début de sa carrière. Il a beaucoup évolué et ça, c'est très notable. Voilà, son évolution. Il peut passer d'un petit rôle de junkie chez Tony Scott à un rôle titre aux côtés d'Anthony Hopkins et du petit Elliot. Tu l'as dit toi-même. Tu m'as encore piqué ma référence. C'est pas juste. Mais c'est vrai, mine de rien, encore une fois, Henry Thomas, on l'a connu tout petit chez Spielberg. Il était déjà émouvant et ici, on le voit se faire mitrailler dans une scène, tu l'as dit, mais c'est violent. Bon, j'ai vu la scène, je me suis dit, ah bah mince, alors la magie de E.T., l'extraterrestre, elle est ruinée maintenant. C'est dommage. Mais néanmoins, ça prouve le talent d'Edward Zwick, tu l'as dit, Tom Cruise, DiCaprio, Brad Pitt, il les a fait jouer tous les trois dans des 3 films. C'est inoubliable. Voilà, c'est un film inoubliable, c'est un film qu'on regarde, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Beauté, grandeur, immensité, paysage, acteur, actrice, Anthony Hopkins, bien évidemment. Anthony Hopkins, Anthony Hopkins. Ah bah oui, non mais voilà, vers la fin, quand on le voit vieux, c'est dément. Voilà, de toute façon, Anthony Hopkins, bon. Est-ce que j'ai encore besoin de vous signifier les talents de grand acteur d'Anthony Hopkins? Je ne pense pas. Mais Les Jaunes d'Automne, c'est inutile. Enfin, si, bien évidemment, utile de vous le conseiller, recommander. On passe un excellent moment. Voilà, c'est d'une beauté. C'est
le film, on nous enlève les mots de la bouche. En fait, il y a beaucoup d'adjectifs, mais qui veulent tous dire la même chose. Voilà, Brad Pitt, charismatique, sauvage, écorché vif. Il incarne plusieurs, il est sur plusieurs fronts de personnalité, sur plusieurs fronts d'émotions. Mais justement, là, on commence à peine ici à entrevoir la moitié de son talent. Voilà, jusqu'à maintenant, il était juste sur la surface, sur le physique. Là, il va plus en profondeur. Là, il va plus dans la psychologie, dans la profondeur, dans la sincérité. Là, il se dévoile plus à l'écran. Là, il va beaucoup plus loin dans son jeu. Et là, ça fait tilt. Et là, on le retient vraiment. Même si, malheureusement, la presse n'a pas adhéré, mais bon, la presse, elle les écoutait, même le parrain, c'est nul. Vraiment, c'est écouter les spectateurs. Voilà, le bouche-oreille, il y a ça qui marche pour un film. Et si aujourd'hui le film il a marché, c'est parce qu'on est encore en train d'en parler. Justement, le film est sorti en 94, on est en 2022. Voilà, n'allez pas plus loin. Regardez le film. C'est un film qui est important pour la cinéphilie, pour soi-même, pour découvrir la nature. Voilà, il y a énormément de films comme ça sur la nature qui sont importants de découvrir. Dans le même genre, j'ai envie de citer Out of the Africa de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford, qui est un film ô combien sublime. Voilà, regardez ce film-là aussi. Alors, dans le scénario, c'est pas du tout la même chose, mais dans la beauté des films, dans les paysages, là, par contre, on est sur des choses assez similaires. Voilà, dans la beauté, comment c'est filmé, des films qui font bon vivre la nature. C'est à peu près la même chose. As-tu encore quelque chose à rajouter sur Légende d'automne? Outre le fait que voilà, c'est un film qui respire la liberté, les grands espaces, ça c'est un film, particulièrement en ce moment avec la période qu'on traverse, si vous avez envie de vous évader, vous regardez ce film-là et vous allez respirer. Mais c'est une des plus belles bandes originales du cinéma et de son compositeur James Horner qui nous a quittés en 2015 dans un tragique accident d'avion ou d'hélicoptère, je ne sais plus. Et c'est bouleversant parce que je trouve qu'il manque énormément au cinéma. C'est une bande originale exceptionnelle qui est là, mais constamment, qui accompagne chaque scène. Je crois qu'il n'y a pas une scène du film où on n'entend pas la bande originale en fond. Très belle bande originale au violon, violoncelle. Ça fait partie de ces grandes bandes originales qui renforcent l'émotion. Elle est épique. Moi, c'est une bande originale que j'ai en physique. Pour le coup, c'est une des rares bandes originales que j'ai parce que sinon, j'écoute que de la musique en démat sur Internet. Mais là, c'est une bande originale que j'écoute depuis que je suis gosse. Et c'est franchement, elle est sublime. Elle est sublime. Et elle renforce vraiment, elle donne une plus-value au film, même si le film déjà est grandiose par son scénario. Mais la musique accompagne, et c'est une grande fresque américaine, voilà, qui reflète un pan de l'histoire de l'Amérique, même si là, les personnages sont fictifs. Ça reflète une certaine époque de l'Amérique, fin de la guerre de sécession, Première Guerre mondiale, entrée dans le XXe siècle. Et absolument tout est nostalgique dans ce film. C'est un film qui est profondément nostalgique. Donc je peux que vous le recommander. C'est un très grand film et ne vous fiez pas à la presse. Encore une fois, ne vous fiez pas aux critiques de presse. Faites-vous votre avis parce que sinon vous allez passer à côté de chefs-d'œuvre. Oui, non, mais tu l'as dit, c'est sûr. Et c'est vrai que pour tout le début de sa carrière, mis à part donc du coup quelques rôles où soit il n'était pas crédité ou soit il ne faisait que acte de figuration ou il n'avait pas des rôles très profonds, comme je le disais avec Et au milieu coule une rivière, ce sont des films qui débordent de sincérité, de bonté. Voilà, il n'est pas encore dans des films cérébraux, dans des thrillers ou dans des films violents. Bon, si, un petit peu avec Entretien avec un vampire, mais ça, c'est un rôle parmi tant d'autres. Mais enfin, un rôle parmi tant d'autres dans les films cérébraux, un peu violents, un petit peu plus sombres. Mais Brad Pitt, il a eu sa période où il faisait que des films un peu sauvages, nature, qui respirent un petit peu la liberté. Brad Pitt, il a beaucoup fait ça et il est très bon quand il fait ça parce que voilà, un mec avec un petit peu un chapeau de cow-boy qui se promène à cheval, etc. Aujourd'hui, on n'en voit plus, mais ça fait du bien en fait, de revoir ce film-là. Ça fait du bien de revoir des films comme ça en pleine nature, en pleine campagne. Et d'ailleurs, ça ressemble à Jeremiah Johnson avec Robert Redford. Exact. Mais c'est sûr, tu as raison. Mais c'est vrai que quand tu dis nostalgie, mais oui, exactement, de cette Amérique qui n'existe plus, voilà, entre deux guerres où les fils partent au front, où l'un ou deux sur un ou même zéro ou ne reviennent pas de la guerre car ils ont été tués. Beaucoup de films à l'époque, c'était sur ça, voilà, c'était sur des familles vivant à la campagne,
et les enfants qui partent à la guerre et qui reviennent, qui font leur vie. Voilà, à l'époque, c'était des scénarios comme ça, c'était des scénarios très simples. Mais à l'époque, les scénarios, ils étaient accompagnés de fantastiques compositeurs comme James Horner, de fantastiques réalisateurs juste avec ce scénario simple, c'est ça comme scénario, l'histoire n'a rien de complexe, n'a rien de compliqué, mais peu importe, parce que Edward Zwick, comment il dirige Brad Pitt, il arrive à lui donner une profondeur que sur papier il n'existe peut-être pas. Voilà. Sur papier, le rôle de Brad Pitt, c'est juste, voilà, l'aîné ou le plus petit d'une famille à la campagne qui part à la guerre et qui refait sa vie. Le scénario sur papier n'a rien de très profond ou de très complexe. Et pourtant, toute la direction d'acteur et tout le charisme de Brad Pitt font qu'il leur sort quelque chose d'immense, d'intense et de très dense. Voilà. La mort, alors non, je ne vais pas le dire pour le coup parce que c'est du spoiler, mais disons que l'une des finalités tragiques de l'un des personnages liés à Brad Pitt dans ce film-là nous crève le cœur. Voilà, tout simplement. Je resterai assez vague, mais quand vous verrez le film, justement, vous comprendrez pourquoi il faut voir ce film et pourquoi on vous le conseille, parce que si encore aujourd'hui il est culte comme beaucoup d'autres films de Brad Pitt, c'est pas pour rien. Voilà. Encore une fois, fiez-vous aux bouche-oreilles, fiez-vous à ce qu'on vous a dit, parce que c'est un chef-d'œuvre. Tu l'as dit, chef-d'œuvre absolu. Bon, moi, c'est très loin d'être mon rôle préféré de Brad Pitt, mais voyez-le quand même, c'est très important. Et je rajouterais c'est un film très respectueux de la culture des Indiens d'Amérique. Voilà, c'est un film qui est très profondément respectueux des Indiens, de leur culture, de leur tradition. Voilà, donc c'est encore une chose qui fait que le film est magnifique. Tout à fait. On peut passer du coup au film suivant. Ouais, bien sûr. Alors, nous faisons un bond de 4 ans en avant. Nous sommes en 1998, mais entre-temps, Brad Pitt a joué dans des films extrêmement prestigieux comme Seven en 1994, donc on vous parlait de films cérébraux, violents, viscérales, donc Fincher, Sleepers de Barry Levinson, donc sorti en 1996, un immense film avec un Robert De Niro en second rôle, mais excellent, et 7 ans au Tibet, sorti en 1997, avec David Tevlis de Jean-Jacques Hano, que je vous recommande chaudement. Alors, Rencontre avec Joe Black, donc de Martin Brest, à qui l'on doit l'un de mes films préférés depuis peu, le temps d'un week-end avec Al Pacino. Alors là, ce film-là, très vite fait aparté, le temps d'un week-end, je m'en remets pas. Vraiment, c'est un film que j'ai découvert récemment, en décembre, pendant les périodes de fête de Noël. Et quel film magnifique, quel film magnifique. Alors, Rencontre avec Joe Black, c'est un film que j'ai vu une fois, et alors, une fois, non pas du tout, mais une fois, il y a quelques mois déjà, et je m'en suis toujours pas remis. Pour moi, c'est l'un des plus beaux et grands films qui a été fait au monde. Voilà, pour moi, j'ai même pas les mots. C'est un film qui m'a fait pleurer. Je l'ai découvert pendant la période du premier confinement. Voilà, c'est un film que j'ai découvert en confinement. Et autant vous dire que la claque fut absolue, la claque fut totale. Voilà, un des meilleurs rôles de Brad Pitt, un des films les plus touchants, les plus beaux, les plus bouleversants que j'ai jamais vu de ma vie. Très sincèrement, il a rejoint mon top 20, mon top 10 de films de tous les temps. Voilà, c'est vrai que la même rencontre avec Joe Black, je m'y attendais pas. Voilà, je voulais le lancer parce qu'il avait bonne réputation. Et waouh, il est transcendant, il est mémorable. Voilà, il y a une histoire d'amour qui m'a fait fondre. Très, très clairement, voilà, l'histoire d'amour entre donc ce rôle donc de la mort incarné donc par Brad Pitt et de Suzanne Parrish. J'espère que tu n'as pas déjà commencé à pleurer, hein, parce que très sincèrement, le film nous fait pleurer. Mais waouh, j'ai même plus les mots. Enfin, le film, je l'ai vu il y a quelques mois. Enfin, je l'ai revu il y a quelques mois. Je l'ai vu 25 fois de suite, tellement il est beau. Ah oui. Ah bah oui, non, mais très clairement, c'est beaucoup trop d'émotions. Voilà, il est vecteur de tellement d'émotions. Je vais te laisser en parler parce que moi, je vais développer un peu plus tard, mais waouh, quel film. Ouais. Justement, pour cette rétrospective, j'ai regardé de nouveau donc, les quelques films dont on parle et je me suis regardé, donc, je ne sais plus quelle journée là, on est lundi, j'ai regardé samedi matin, je me suis regardé Rencontre avec Joe Black de nouveau et que dire. Moi, c'est un film que j'avais découvert quand j'étais petit, dans les années 2000, donc, enfin, j'étais ado, mais quand il est sorti en 98, très peu de temps après, c'est un des premiers films que j'ai acheté en DVD d'ailleurs.
C'est un film qui est sublime. C'est un film qui dure 3 heures. On ne voit pas le temps passer. C'est un film qui est avec une histoire d'amour, mais qui est tellement belle, qui est tellement pudique. Même s'il y a une scène de sexe dans le film, ça reste quand même très pudique. Et c'est un charisme, mais un charisme de la part de Brad Pitt, qui ne parle pas énormément pour le coup dans le film, qui joue le même rôle, mais deux personnalités, enfin, qui joue la même personne, mais deux personnalités totalement différentes. Il fait ce gars que Claire Forlani, qui donc fait Suzanne Parrish, Claire Forlani qu'on a vu un petit peu avant dans Rock, qui faisait la fille de Sean Connery. Elle tombe amoureuse de ce gars. Pour elle, c'est un coup de foudre, mais il traverse la rue. Elle traverse la rue, elle continue son chemin. Elle ne voit pas. Lui traverse la rue de son côté avec des petits oiseaux plein la tête. Il se fait percuter, mais il se fait renverser, mais d'une violence. C'est pareil, il se prend des voitures dans tous les sens. Il se fait traîner. Il meurt. Et donc, la mort qui était venue chercher Anthony Hopkins, riche magnat, puissant et respectable, qui est à l'aube de sa vie, enfin qui est, on va dire, qui va entamer, qui est sur la fin de sa vie, enfin fin de sa vie, qui est à la retraite, qui va prendre sa retraite, il a 65 ans, il va fêter son anniversaire. La mort vient le chercher et la mort décide de prendre des vacances. Et la mort, elle prend le corps de Brad Pitt, donc qui vient à ce moment-là de mourir. Elle prend le corps de Brad Pitt et elle va décider de passer plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin plusieurs jours pour découvrir un petit peu l'humanité, les humains, leur train-train quotidien. Et la mort va tomber amoureuse de Claire Forlani, ce qui va changer les plans de la mort, donc de la mort personnifiée en la personne de Brad Pitt, ce qui va changer ses plans, qui va donner un petit peu plus de temps à vivre à Anthony Hopkins, mais en même temps, Claire Forlani, elle est amoureuse du Brad Pitt qu'elle avait rencontré au début du film. Et il n'y a qu'à la fin du film qu'elle va comprendre que ça n'est pas le même, que c'est la mort. Et est-ce que la mort va amener Claire Forlani avec elle, parce que la mort est tellement amoureuse que elle ne veut que personne d'autre n'ait Claire Forlani dans sa vie, ou est-ce qu'au contraire, elle va la laisser partir, elle va comprendre que la mort n'est pas à sa place. Voilà, je vais pas spoiler. Si tu veux spoiler, tu le feras. Mais c'est un film qui est sublime, une histoire d'amour très pudique, très romantique, très romantique, très profond comme film, très profond parce que ça fait réfléchir sur le sens de la vie, ça fait réfléchir sur les priorités de la vie. Quand vous êtes un riche un riche patron qui est d'une influence considérable, qui connaît le président, les sénateurs, quoi, le rôle d'Anthony Hopkins en patriarche de sa maisonnée, quelles sont vos priorités quand vous savez que vous allez mourir? Donc c'est un film où les personnages vont se délester de tout ce qu'il peut y avoir de superflu dans leur vie pour se concentrer sur l'essentiel, les relations père-fils, père-fille plutôt. Et puis voilà, c'est le personnage d'Anthony Hopkins qui, par son honnêteté et sa droiture, va aussi imposer le respect à la mort. Et alors qu'au début du film, Anthony Hopkins rejeté parce que voilà, il y a cet orgueil qui était braqué, qui refusait son sort. La mort personnifiée sous Brad Pitt va se rendre compte à quel point Anthony Hopkins est un homme respectable, va lui adresser tout son respect, toute son affection presque. Et c'est un film qui est beau parce que voilà, c'est un film qui fait réfléchir sur les priorités de la vie. En même temps, il y a une histoire très intéressante avec au niveau de son entreprise, une espèce de petit complot, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment un film qui fait réfléchir sur les priorités de la vie et sur ce qu'est le coup de foudre, le vrai amour, les opportunités dans la vie et sur la mort elle-même. C'est génial. Franchement, la musique est sublime. Thomas Newman, je crois. Le casting, Anthony Hopkins qui retrouve Brad Pitt après Légende d'automne, on sent que la complicité entre les deux, la complicité de malade, ça passe tellement bien. Claire Forlani qui a des yeux, mais qui est magnifique. Oh, oui, on a Marcia Gay Harden qu'on reverra chez
chez Clint Eastwood, notamment dans Space Cowboy et Mystic Rivers, qui a le rôle de la deuxième fille, celle qui aime pas, c'est pas la préférée du père, mais elle se dépense à fond. C'est un film, c'est un film qui est génial. Voilà, tout simplement, c'est un film qui est sublime et les 3 heures passent à une vitesse, je les ai pas vus passer. Et c'est encore une fois un film qui s'était fait défoncer par la presse, mais bon, on commence à être habitué maintenant, donc qu'est-ce que je Non, peux dire mais de plus sur ce film? C'est un film qui vous donne envie d'aimer, c'est un film qui vous donne envie d'être amoureux, c'est un film qui vous fait réfléchir sur les priorités de la vie. exactement. Alors, défoncé par la presse, je savais pas et je comprends même pas en fait. Comment on peut, ne serait-ce alors les goûts et les couleurs, évidemment, je respecte, ça ne se discute pas, mais il y a des fois où il y a des films quand même, on est obligé quand même de leur reconnaître un minimum de beauté, de grandeur, d'immensité, parce que Rencontre avec Joe Black, c'est immense, tout simplement, une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Bon, en plus, on enregistre cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, donc c'est pas anodin de parler d'histoire d'amour, mais Ah, je savais comme tu même l'as pas. dit, il y a une scène de sexe, tu l'as cité, à moi, j'ai fondu en larmes quand j'ai vu cette scène parce elle est si belle, elle est si, waouh, elle se passe au bord d'une piscine comme ça. Il y a une musique qui s'enclenche à ce moment-là, mais la musique, mais elle est majestueuse, elle est divine cette musique. Voilà, les deux personnages commencent à s'embrasser, à se déshabiller, mais tout est, mais tout est beau en fait dans cette scène. Il y a rien de vulgaire, c'est une scène Ça, d'amour on ne peut plus réaliste, on ne peut plus belle, voilà, une invitation à une relation charnelle, à un moment de plaisir, à un moment de bonheur. Voilà, c'est une invitation à ça. Voilà, quand Suzanne, voilà, elle tend la main à Brad Pitt pour qu'il vienne la rejoindre et ainsi donc qu'ils commettent qu'ils accomplissent ce moment de bonheur-là, c'est magnifique, vraiment. Je veux dire, la caméra est filmée, on ne voit rien d'un peu outrant pour les deux personnages, c'est si bien filmé, voilà, c'est si beau, la musique, tout est correct. Même, tu l'as dit, les complicités entre Anthony Hopkins et Claire Forlani, que je trouve magnifique, radieuse, voilà. Je veux dire, c'est un couple glamour, très sincèrement, ils vont si bien ensemble, voilà, leur physique s'accorde très bien, leur jeu s'accorde très bien, voilà. Par contre, vraiment, tu l'as dit, quoi, la scène où il se fait percuter, la scène de l'accident, j'étais pas prêt du tout. Elle est violente parce que les deux personnages, voilà, ils viennent de discuter, ils viennent de se rencontrer. Et là, toi, les deux personnages, ils se retournent comme ça. Va-t-il se retourner? Va-t-il se retourner? Il y a un jeu comme ça. Et elle s'éloigne, elle comprend que lui, il est parti, voilà, il y a plus d'espoir. Elle ne s'imagine jamais le revoir, voilà. Et elle ne voit même pas qu'il s'est renversé. Mais le pauvre, il se fait percuter d'une force, mais aïe, 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 ça fait, c'est violent. J'avoue que j'étais pas prêt. Moi, je pensais, j'avais aperçu déjà la scène et je me suis dit, mince, alors c'est la scène de fin, et ben non, c'est une scène au début du film. Et vraiment, quoi, tu ne t'y attends pas, il est au milieu de la route, il se retourne, et là, tu as une voiture blam, qui le percute, et c'est violent parce que tu viens d'assister à un gros trou entre deux personnes, et juste après, tu as Brad Pitt qui s'est percuté, c'est un peu violent, mais après, justement, c'est le déclenchement de l'histoire, voilà, puisque du coup, comme tu l'as dit, donc cet homme prendra la forme de la mort, enfin, la mort prendra sa forme à lui, et quand il réapparaît, voilà, il y a une récognition de la mort, voilà, il y a une iconiation de son personnage à lui, et Brad Pitt, Brad Pitt, il est iconique, il est charismatique, il sait bien jouer, voilà, jouer la mort, jouer une personnalité aussi non faciale. J'ai envie de dire que c'est pas facile, mais voilà, Martin Brest, il a réussi à donner des émotions, à donner vie à cette histoire entre la personne, entre la mort et une fille, voilà, belle, etc. Bon, une fille qui est la préférée de son père, tu l'as cité, l'autre sœur qui veut se défoncer, qui veut à tout prix faire plaisir à son père. Très touchante d'ailleurs, hein, cette femme, hein, cette sœur, elle est très bien. Mais voilà, tout ce quantivient, c'est magnifique. Voilà, Brad Pitt, il sait très bien jouer. Voilà, notamment lors d'une scène de réunion avec Anthony Hopkins, où il se désigne comme l'associé de ce dernier. Et enfin, tout le monde se questionne, mais qui est-il? Mais que fait-il là? Que représente-t-il pour Anthony Hopkins? Et Anthony Hopkins ne démord pas. Voilà, il a un engagement avec la mort. Et il dit non, cet homme est moins associé. Voilà, tout reste très confus pour l'entourage de cet homme. Tout reste très confus, tout reste très mystérieux. Et pourtant, le film, comme tu l'as dit, 3 heures, on ne les voit pas passer. Le film défile devant nos yeux,
parce que tout est si beau. Et même, il y a même quelques moments assez drôles, voilà, notamment avec Brad Pitt, donc avec la mort qui goûte le beurre de cacahuète que j'ai trouvé assez drôle. Voilà, il arrive à placer ça. C'est comme ça, je vous citais Trépic parce que c'est pour vous montrer à quel point même dans un film d'une poésie et d'une splendeur inouïe, parce que c'est ce qu'est le film, il a quand même réussi à y placer quelques répliques un peu drôles. Voilà, comment même même entre deux scènes comme ça, il rend visite au cuisinier, il goûte du beurre de cacahuète et prend goût à ça. Voilà, autant qu'il prend goût à l'amour. Mais c'est rien comparé à ce qu'est le climax du film, la fin, le final. Parmi les plus beaux adieux du cinéma. Ah mais oui, très clairement, voilà, entre le feu d'artifice, Claire Forlani dans sa robe, l'anniversaire d'Anthony Hopkins, j'ai jamais rien vu de plus beau pour le moment dans le cinéma. Voilà, c'est l'un des plus beaux et l'un des plus grands finales que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et Dieu sait qu'il m'en reste des films à voir, hein. Voilà, j'ai même pas vu un tiers de ce qui existe dans le cinéma, mais alors là, waouh, c'est éblouissant. Voilà, tout est réuni. C'est les décors, les jeux d'acteurs, les adieux. Waouh, c'est magnifique. Voilà, les paroles, ce qui se dit, les échanges. Et Brad Pitt, encore une fois, il continue d'être là. Il ne parle pas beaucoup, tu l'as dit, il est presque muet. Il doit prononcer peut-être une vingtaine de répliques dans tout le film. Mais peu importe, parce qu'il est là, et il est beau, c'est vrai, il est magnifique. Anthony Hopkins qui fait réfléchir la mort sur la valeur de la vie dans cette phrase où tu as Brad Pitt qui voit tout ça et qui dit, t'as Anthony Hopkins qui lui dit à Brad Pitt, c'est beau, n'est-ce pas? Et il dit, ouais. Et il dit, bah, c'est ça la vie. Et t'as la mort personnifiée qui réfléchit, qui prend conscience de la valeur de la vie. Je trouve ce film bouleversant. Et Oui. une des plus belles scènes pour moi, outre celle-là qui est la plus belle, c'est quand il va à l'hôpital et qu'il voit cette femme antillaise ou je sais plus, cette maman noire là qui est malade et qui a une tumeur. Elle voit tout de suite que c'est la mort. Et il s'installe une espèce de relation très très pudique, très respectueuse, affectueuse entre les deux. Et je trouve, bah, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez voir une des plus belles scènes et qui, je pense que c'est un film qui, si vous avez des parents qui ont, ou si vous-même, ou si vous avez des membres de votre famille qui ont eu des cancers, si vous avez déjà été en hôpital, je pense que c'est une scène qui va troubler des gens qui va faire pleurer parce que c'est une très très belle scène. Et je me suis demandé, et j'avais jamais pensé avant ce visionnage-là, s'il n'y avait pas une petite réflexion sur l'euthanasie, sur le fait que voilà, il y a des gens qui sentent que ils veulent quitter ce monde, ils en ont marre de souffrir. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite réflexion, mais comme c'est un thème, une thématique, l'euthanasie, que je maîtrise pas, j'en parlerai pas. Mais c'est un film qui est beaucoup plus profond que juste un film romantique. Ah ben oui, très clairement. Il véhicule tellement d'émotions, tellement d'amour, tellement de profondeur. J'ai jamais vu un film aussi sincère. Si, il y en a énormément des films sincères dans lesquels joue Brad Pitt, mais là, il y a quelque chose de tellement particulier avec ce film. La mort, Claire Forlani, Suzanne, Anthony Hopkins, cette scène dans l'hôpital, ce climax, ou comme tu le dis, Brad Pitt prend conscience de tout ce qui l'entoure, voilà, de cette fête d'anniversaire. Donc, sa fille qui se défonce pour lui organiser, qui est magnifique, tout est réuni pour que tout semble si parfait. Voilà, il y a même cette scène où Brad Pitt aide Anthony Hopkins à révéler la corruption ou la trahison de l'un de ses employés. Quelle scène faut être fort quand même pour, entre deux scènes importantes, y placer cette sous-intrigue-là, quoi. C'est cet associé, cet employé qui l'a trahi et Brad Pitt qui se fait passer pour un contrôleur fiscal. C'est très drôle, c'est très bête, mais ça fonctionne très bien, quoi. Il y a des moments comme ça où le récit se pose, il raconte autre chose et après il revient à ce qu'il disait. Et après, on voit Claire Forlani s'avancer vers lui et lui faire mille un compliments. Et Brad Pitt doit prendre une décision cruciale. Mais quel rôle incroyable. Mais ce film, je suis très heureux d'en parler aujourd'hui. Vraiment, c'est pour ça entre
autres que je voulais parler de Brad Pitt parce que il me semblait essentiel de rappeler ce film. Parce que ce film, personne n'en parle. Personne Il n'en est parle jamais. sous-coté, mais à fond. Il est Ah, mais oui, sous-coté à mort. absolument. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, que je suis très heureux de l'aborder enfin sur ma chaîne. Et il n'est pas dit que je ne reparle pas parce que il est tellement 3 heures de film, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Là, on ne fait que en faire les éloges et en exprimer notre gratitude envers Martin Brest pour ce chef-d'œuvre, parce que oui, sous-coté, mais 1000 fois, 2000 fois à 100% sous-coté. Hein, voilà. Bon, évidemment, hein, c'est Brad Pitt, il a une carrière et il y a beaucoup d'autres films sous-coté aussi, bien entendu, mais il sortait de 7 ans au Tibet. Et il avait fait Seven aussi, et il avait fait L'Armée des 12 singes aussi. Bref, Brad Pitt, il peut jouer la mort comme un fou furieux, comme un écorché vif en pleine nature, comme un alpiniste. Et puis après, son film d'après, en 99, qu'est-ce que ce sera? Ce sera Fight Club. Il fait ça, il fait 7 ans au Tibet, il fait Rencontre avec Joe Black et il fait Fight Club. Fight Club, évidemment, film mémorable. Mais vous vous dites, entre 98, il passe de ça à Fight Club. Et Fight Club, vous le voyez dans Fight Club, vous dites vraiment, il a enchaîné ces deux films-là, ça ne se voit pas du tout. Au niveau de l'histoire, les deux films ne racontent absolument pas la même chose. Physiquement parlant, Brad Pitt, on pourrait dire qu'il a pris 10 ans, alors que non, il ne s'est passé qu'une seule année. Et pourtant, il enchaîne sans aucun problème ces deux films. Et il est excellent sans aucun problème dans les deux films. Voilà, Fight Club, évidemment, un de mes films préférés de David Fincher. Mais voilà, c'est assez incroyable de voir à quel point Brad Pitt, en fait, il peut enchaîner une personnalité, un personnage comme ça, sans aucune difficulté. Voilà, il se diversifie. Voilà, c'était au Tibet, et Rencontre avec Joe Black, ça n'a rien à voir. Et Rencontre avec Joe Black et Fight Club, ce sont des films opposés sur tous les points, aussi bien sur les thématiques, que sur les jeux d'acteurs, que sur les réalisateurs. Voilà, Fincher, c'est pas Martin Brest, Martin Brest, c'est pas Fincher, Brest, c'est pas Jean-Jacques Hano, Jean-Jacques Hano, c'est pas Terry Gilliam. Voilà, Brad Pitt, il a travaillé avec des réalisateurs totalement différents. Voilà, je veux dire, il peut te faire Ridley Scott comme David Fincher comme Robert Redford comme Steven Soderbergh. Voilà, il peut tout te faire, Brad Pitt. Et justement, avec Rencontre avec Joe Black, là, par contre, on est dans l'étendue ou dans la sincérité, dans tout son talent, dans le registre dramatique. Voilà, on n'est plus dans le film cérébro, mais justement, Brad Pitt, là, il prouve que, voilà, on le voit dans Brad Pitt. Moi, au début, tu m'aurais dit, attends, c'est le même acteur. Des fois, on peut même se demander si c'est le même, tellement ce qu'il joue dans Seven et ce qu'il joue dans Rencontre avec Joe Black, c'est tellement différent. Voilà, il passe d'un inspecteur de police à un exilé de prison à la mort en elle-même, qui découvre la vie, qui découvre l'amour. C'est brisant. C'est la carrière de Brad Pitt Les années 90, les années 90 représentent pour moi la quintessence du cinéma de Brad Pitt. Après, il a eu d'autres rôles, hein, les années 2000, 2010, mais je trouve que dans les années 90, chaque année, il a enchaîné soit un film culte, soit un chef-d'œuvre, de 94 à 99. Et quand tu le vois en 91, en Thelma et Louise, 93 en True Romance, t'imagines pas tout le talent qu'il a. Et chaque année, il va enchaîner. 94, Entretien avec un vampire, Légende d'automne. 95, Seven et L'Armée des 12 singes. 97, tu le disais, comment il s'appelle, le truc au Tibet, 7 ans au Tibet. 98, Rencontre avec Joe Black. 99, Fight Club. C'est pour moi une décennie, les années 90, où Brad Pitt s'est révélé un des plus grands acteurs de tous les temps. Après, il y en a d'autres que j'ai pas connus, où j'étais pas né, mais de tout mon temps à moi, voilà, il a plus rien à prouver. Avec les années 90, il a plus rien à prouver. Tout ce qui arrive après, c'est du bonus, et Dieu sait qu'il y a de l'excellentissime. Mais les années 90 font que pour moi, il aurait dû remporter tellement d'Oscars et qu'il n'a pas eu. Ben oui, et oui. Et à noter qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le seul Oscar qu'il a eu, c'est pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, son rôle de Cliff Booth, qui est, bon, je n'ai jamais compris cet acteur, hein, je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais compris pourquoi pour ce film-là et pourquoi pas pour un autre. Voilà, vraiment, je me questionne. Voilà, il a ce Cliff Booth, bon, j'aime bien le film, hein, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un bon Tarantino, genre, mais oui, bien sûr, mais là n'est pas le problème. Mais là, je me dis, pourquoi pour ce film-là,
et pourquoi pas pour un autre? Vraiment, c'est la question que je me pose. Voilà. Et bien sûr, tu l'as dit, il s'est révélé au fil des années, mais il a joué pour les plus grands et avec les plus grands. Voilà. En même pas 10 ans, il a joué avec Fincher, Gilliam, Levinson, Pakula, Hannum, Brest et Fincher. Il a joué avec des Harrison Ford, avec des Morgan Freeman, avec des Anthony Hopkins, avec des David Tewlis, avec des Robert De Niro, avec des Bruce Willis. Enfin, il a joué qu'avec des grands noms, quoi. Il n'y a pas un seul, voilà, Robert Pour les deux Redford. frères Scott, Ridley et Oui, Tony Scott. c'est ça, exactement. Voilà, David, il ne choisit que les meilleurs, enfin, uniquement les meilleurs le choisissent. Voilà, je le compare aujourd'hui à Adam Driver qui vient d'être sélectionné pour le prochain Michael Mann. Pareil, Adam Driver, il enchaîne les grands rôles, les grands réalisateurs, les grandes vedettes. Voilà. Donc, voilà, Rencontre avec Joe Black, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un si grand film. Voilà, je veux dire, on en fait les éloges, les adjectifs sont trop nombreux pour le définir, mais grand final, grand acteur, grande prestation. C'est beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, des pleurs, de la pudeur, de la beauté, de l'immensité. Un film qui dure longtemps mais qui passe vite à la fois. C'est un film qui défile sous nos yeux. Voilà, c'est la beauté incarnée qui défile sous nos yeux. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je n'ai rien à rajouter. Parfait. Alors, on fait un bond en 2008. Alors, on parlait de Fincher, bah, c'est justement de lui qu'on va parler maintenant. Alors, Brad Pitt, entre-temps, il a fait Snatch pour Guy Ritchie en 2000. Il a fait la trilogie Ocean avec Soderbergh, encore une fois, casting prestigieux, Clooney, Damon, Roberts, voilà, même Soderbergh, très bon réalisateur. Il a fait 3 aussi pour Wolfgang Petersen en 2004. Et il s'agit de l'étrange histoire de Benjamin Button avec Kate Blanchett, donc adapté donc de la nouvelle de F. Scott Fitzgerald. Alors, comme je le disais, il les enchaîne. Hein. On n'a pas cité Spike Game de Tony Scott, le Mexicain de Gore Verbinski, Full Frontal de Soderbergh, Confession d'un homme dangereux de George Clooney. Voilà, il est Monsieur et Madame Smith avec où il rencontrera la fameuse Angelina Jolie de Doug Liman. Bon, le film n'est pas réputé pour les bonnes raisons, mais pas grave. Alors, je vous n'oubliez aussi Babel de Alejandro González Iñárritu, que j'aime énormément. C'est un film un peu spécial, mais que je vous recommande 1001 fois. Alors, L'étrange histoire de Benjamin Button, je tenais à parler de ce film parce qu'il est très sous-estimé aussi bien dans la filmographie de David Fincher que dans la carrière de Brad Pitt. Voilà. Pour moi, Benjamin Button, je l'ai revu récemment, je l'avais déjà vu une fois, il m'avait déjà beaucoup marqué. Et c'est drôle parce qu'encore une fois, c'est un film qui s'est fait défoncer par la presse. Hein. De toute manière, j'ai l'impression que la presse a tendance à n'est jamais content d'aucun film. Et c'est un film, on m'a dit, oui, alors si t'aimes bien David Fincher, effectivement, j'aimais déjà beaucoup David Fincher quand j'ai découvert ce film-là. Mais on m'avait dit, alors oui, mais c'est un film différent, Fincher, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, c'est pas son meilleur, c'est un peu chiant, c'est pas très beau. Et là, j'ai découvert le film, je m'attendais du coup à en être déçu, à ne pas aimer. J'ai découvert le film et là, je me suis dit, ah bon, ce film est mauvais. On n'a pas vu le même film, hein, je crois. Je l'ai dit aux gens, Benjamin Button est mauvais. Ah bon, bah retournez voir les tuches parce que c'est mauvais. Hein. Vraiment, je n'ai pas compris. Vraiment, beaucoup de gens m'avaient dit ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'a pas dû voir le même film. J'ai sorti ce nom complètement au hasard. Excusez-moi, je sais que toi, non, mais j'imagine Jeff Tuch débarquer. J'imagine Jeff Tuch débarquer dans Benjamin Button. Donc là, tout de suite. Oh, ma porte, tu m'as mis une vas-y, mal à la tête. Tu peux vieillir une fois, mais pas 15. Tu peux vieillir 2 fois, mais pas 15. Tu peux vieillir 15 fois, mais pas 15. Ah ben si, tu peux vieillir 15 fois. Excellent, excellent. Alors, pour le coup, Benjamin Button, c'est pas un film très drôle. Voilà, c'est un film qui est même l'opposé de drôle. C'est un film qui est triste parce que c'est l'histoire d'un homme, enfin, oui, d'un homme qui naquit vieillard et qui grandit à l'envers. C'est-à-dire qu'il grandit avec l'apparence d'un vieil homme et quand il meurt à la fin, il a l'apparence d'un bébé, mais pour autant, son âge ne s'apparente pas à son apparence physique. C'est-à-dire que quand il a l'apparence d'un jeune homme de 15 ans, eh ben, en vérité, il en a 50-60. Et quand il meurt, eh ben, il en a 80 ou 90 ans, je crois. Et alors, Fincher, c'est un grand réalisateur, un réalisateur que j'aime énormément,
je vais pas vous refaire sa filmographie. Seven, Fight Club, The Game, Millennium, Social Network, voilà. Il a une grande filmographie. Bon, il n'a pas fait énormément de films, hein, quand on y pense, mais il a fait parmi les plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Ça, on va pas se le cacher. Seven, tout le monde connaît, tout le monde adore, ou presque. C'est immense, c'est voilà. Et donc, Benjamin Button, c'est un film à l'opposé de tout ça, voilà. Fincher prouve ici qu'il peut faire autre chose, justement, que des films cérébraux. J'en oubliais Zodiac, pardon. Il prouve qu'il peut faire autre chose que des films cérébraux ou des thrillers noirs, crasseux, où ça pleut avec des tueurs psychopathes ou des tueurs qu'on ne peut pas identifier. Et même Brad Pitt, ici, avec Fincher, il fait un autre rôle. Voilà, jusqu'à ici, il n'avait fait que des rôles assez bruts de peau. Voilà, dans Fight Club, vous l'avez vu, il joue un schizophrène. Enfin, il joue même pas un schizophrène, mais comment dire, il joue. Est-ce que je peux vraiment spoiler? Bon, je vais essayer de contourner un petit peu parce que bon, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas vu Fight Club, mais disons que il joue une autre personnalité. Bon, j'en ai déjà trop dit, mais il joue l'alter ego d'Edward Norton. Voilà. J'ai essayé d'être dans le plus vague possible, mais c'est pas facile, hein, parce que décrire le rôle de Brad Pitt là-dedans, il joue donc Taylor Durden. Voilà, mais bon. Et donc, dans Seven, il jouait donc Brian Mills, donc un inspecteur de police en complicité avec Morgan Freeman. Et dans Benjamin Button, il joue une personne, voilà, simplicité. Son personnage est simple, il grandit, il évolue, il apprend à avoir sa place dans le monde, tout simplement. Et il va rencontrer une jeune fille au début, il va en tomber amoureux, qu'il sera incarné plus tard par la grande et belle Cate Blanchett, une actrice que j'aime beaucoup. Et que dire, grand film, poétique, triste, avec très original. Il faut reconnaître que l'histoire, elle n'est pas commune. Et c'est bouleversant, c'est un film très bouleversant. Voilà, cette histoire entre Benjamin Button et Cate Blanchett, elle est magnifique. Son rôle, il est magnifique aussi. Il n'est pas facile à jouer. Voilà, jouer un homme qui évolue à l'envers, c'est pas facile, mais qui est censé avoir le triple de son qui est censé, qui a le triple de son âge. C'est un peu compliqué à formuler parce que voilà, c'est pas un rôle, c'est pas un personnage facile, mais c'est un film qui est fascinant et qui est, les mots sont compliqués. Disons que c'est un film qui nous questionne, qui a une thématique sur la vie, la vieillesse, mais on y reviendra. Vas-y, je te laisse la parole. Ben, moi, j'ai vu le film il est 4h20, on est lundi, il est 16h20. J'ai vu le film à 11h ce matin pour la première fois. Donc, autant te dire que là, je l'ai bien en tête et c'est une claque comme rarement j'en ai prise. C'était un des rares, je crois qu'il me manque peut-être le tout dernier de David Fincher, mais sinon, j'avais vu tout sauf celui-là de David Fincher. Et je me demande si c'est pas son plus beau film, peut-être pas son meilleur parce que c'est vrai, c'est difficile, c'est Seven qui revient en tête, mais en tout cas son plus beau au niveau du message et c'est quelque chose d'extrêmement original. Alors F. Scott Fitzgerald, qui est un des plus grands romanciers américains, l'a écrit en 1921 cette nouvelle. F. Scott Fitzgerald, c'est celui qui a écrit Gatsby le Magnifique pour ceux qui ne savent pas. Et c'est bouleversant, c'est un film qui fait du bien et en même temps un film qui est très, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait du bien quand on voit les personnages qui gravitent autour de Brad Pitt. Taraji P. Henson qui fait sa mère adoptive, puis ensuite son père, son vrai père qui l'avait abandonné, qui reprend contact avec lui, qui veut bien faire. C'est un Brad Pitt, déjà les effets spéciaux envoient du très lourd, les rajeunissements, les prothèses, c'est hallucinant. Mais c'est des gens qui sont autour de lui comme notamment Jared Harris qui fait son premier employeur en capitaine de bateau. C'est des gens qui lui veulent du bien. Il n'y a pas de cruauté dans ce film, si ce n'est sa personne même, son sort, le fait qu'il grandisse vieux et qu'il vieillisse jeune. Mais sinon, on sent une bienveillance tout autour du personnage de la part de tous ceux qui gravitent autour de lui. Encore une fois, c'est un film qui est
où il n'y a aucune vulgarité. C'est un film où il y a beaucoup de pudeur. Même lorsqu'il va dans un bordel au début, il y a de la pudeur. C'est vraiment pas vulgaire. C'est un film qui n'est pas violent du tout, même s'il y a des scènes qui se passent durant. Oui, alors on va dire. Oui, c'est un film qui n'est pas violent, même s'il y a des scènes qui se passent durant la Première Guerre mondiale. Mais c'est un film qui est anachronique, hors du temps, et qui est surtout très poétique, à travers notamment la photographie. Il y a une espèce de photographie, c'est le même directeur photo que pour Oblivion, je crois, et pour Trône, l'héritage. Mais là, il y a une photo un petit peu jaunâtre. Le fait que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, donc Brad Pitt revient à la Nouvelle-Orléans après entretien avec un vampire. Le fait que ça se passe à la Nouvelle-Orléans donne un cachet au film très authentique. Il faut savoir que le film a été tourné après Katrina, et Katrina, l'ouragan Katrina, est clairement un élément scénaristique du film. Mais voilà, ce qui est bouleversant, c'est de voir que il naît tout fripé, tout mal formé, vieux, il grandit vieux, il se fait une amie d'enfance qui ensuite sera jouée par Cate Blanchett et qui est, lorsqu'elle est gosse, jouée par l'excellentissime Elle Fanning, qui, je pense, ça doit être son premier rôle. Elle joue avant Super 8 de J.J. Abrams, qui l'avait révélé, donc la petite sœur de Dakota Fanning. Et cette petite enfant, alors que lui est un vieillard dans un corps de 80 ans, cette petite fille de 5 ans, ils vont devenir amis. Et au fur et à mesure que les années passent, ça va s'inverser. C'est elle qui va devenir vieille, lui qui va devenir jeune, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils aient le même âge et ils vont devenir amoureux, et ils vont se mettre ensemble, ils vont avoir une fille, et il va mourir à l'état de nourrisson dans les bras de la femme qu'il a aimée, qui autrefois a été son amie d'enfance, qui maintenant est vieille, qui a l'âge qu'il avait lui, et il meurt en tant que nourrisson dans les bras de celle qu'il a connue vieillard. C'est un film qui est d'une poésie, mais franchement, c'est d'une poésie, les bouleversant, c'est extrêmement original, et c'est un film où tu voyages énormément, mine de rien. Tu sens que le mec, il a fait énormément de choses dans sa vie. J'ai l'impression qu'il a eu plusieurs vies dans une vie. Et comme le film dure plusieurs, 2h46, qui passe très vite quand même. Mais voilà, tu sens que le mec, il a appris au contact de plein de personnes, qu'il a été témoin de diverses époques. Et c'est un film qui est magnifique. C'est un film qui est magnifique. En plus, il y a Julia Ormond qui donc joue dans le film, qui fait la fille de Cate Blanchett. Julia Ormond qui avait donc joué avec Brad Pitt dans Légende d'automne. Alors là, elle ne rencontre pas Brad Pitt, mais il y a un lien entre les deux. Et c'est un film c'est un film qui est beau, c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui est poétique, qui est extrêmement bien écrit, beaucoup de pudeur. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est un des plus beaux films de Fincher. Et je sais, pour le coup, là, j'ai pas regardé les critiques, la note hallucinée de la presse. Mais encore une fois, si ce film s'est fait défoncer, ça prouve indubitablement que la presse ne comprend rien du tout. Et qu'il faut arrêter avec la presse. C'est vraiment, c'est même pas informatif. Faut s'en éloigner. Parce que c'est un film qui est dépourvu de cynisme. C'est dépourvu de cynisme. Et ça fait du bien. Franchement, c'est un film qui fait du bien. Donc, que dire, si ce n'est que Cate Blanchett est magnifique dans le film, elle est sublime. Et pourtant, elle joue après Seigneur des Anneaux, et j'ai l'impression qu'elle est plus jeune, sans pour autant bénéficier d'effets spéciaux. J'ai l'impression qu'elle est encore plus jeune qu'après avoir joué dans Le Seigneur des Anneaux, puisque le film est de 2008. Elle est sublime. Que dire? Je te laisse la parole, mais c'est un film que j'ai vu une fois, mais que je reverrai de nombreuses fois. Il y a tellement de thématiques. Il faudrait un live entier pour en parler. Eh bah, très bonne idée, cela dit. Alors, je vais rebondir sur ça, mais enfin, sur une chose que tu as dite, c'est que Seven en tête, bien évidemment, quand on parle de Fincher, on retient surtout quand il fait du thriller et du polar sombre. Mais justement, c'est ça qui est dommage.
justement, c'est que des transistors de Benjamin Button, il n'est jamais cité nulle part. Voilà. Dans les préférés de Fincher, il y a jamais ce film-là qui revient. Et c'est tellement dommage parce que je me dis, mais quelle beauté, mais quelle poésie, tu l'as dit. Le plan où, du coup, on le voit nourrir en tant que nourrisson dans les mains de la femme qu'il a aimée et que à la fin, voilà, c'est devenu un jeune, presque un jeune adolescent, un jeune homme qui a l'apparence d'un gamin qui a moins de 10 ans, mais qui en vérité a l'Alzheimer, et que du coup, la femme qu'il a aimée a vieilli et qu'ils entretiennent une relation presque nounou jeune homme, et là tu te dis waouh, là ça te fout une claque, mais c'est très dur. C'est une situation auquel on ne peut pas s'imaginer. C'est pas possible. Cette situation n'arrivera jamais parce que je ne pense pas que la maladie de Brad Pitt existe. Enfin, la maladie qu'il a dans le film existe en vrai, mais la situation elle est surréaliste. Enfin, imaginez-vous, vous ne connaissez pas l'histoire, vous débarquez à cette scène, vous vous dites bah voilà, c'est son petit-fils, etc. Et non, vous vous dites bah ouais, ces deux-là, ils sont parents, ils ont une fille, etc. Et là tu te dis mais waouh, c'est quoi c'est le cerveau qui éclate en fait. Et l'Académie ne s'y est pas trompée, il a eu 13 nominations aux Oscars quand même. Voilà. Eh ben oui, non mais justifié, tellement justifié. Voilà, les maquillages, comme tu l'as dit, c'est extraordinaire. Brad Pitt, tu ne le reconnais pas au début, tu ne le reconnais pas. Voilà, quand il est vieillard, etc., tu ne le reconnais pas du tout. Puis même il le joue, c'est phénoménal. Il y a une scène comme ça où, tu sais, enfin, je veux dire, il y a une scène comme ça où ils sont sous une espèce de chapiteau comme ça, là la lumière est magnifique. Kate Blanchett, tu la vois danser avec de la fumée et elle fait des avances à Brad Pitt, enfin à Benjamin Button, et lui il la refuse parce qu'il sait qu'elle doit partir le lendemain et qu'ils vont s'éloigner, que sinon leur relation va être trop compliquée. Voilà, il ne veut pas s'engager dans quelque chose pour souffrir après. Et la scène est magnifique. Voilà, elle danse, la photographie elle est subliminale. Mais Brad Pitt, c'est son rôle, un de ses rôles les plus profonds. Voilà, là par contre, là, au début du live, enfin de la vidéo, on parlait de Thelma et Louise. Là, on vous parle de Benjamin Button, l'un de ses plus grands et rôles, à mon sens. Là, il y a du niveau. Là, il y a du level. Là, même pour Fincher et Brad Pitt, dans leur collaboration, il y a un cap qui a été franchi là. Même, je veux dire, Fincher et Brad Pitt, ils ont commencé à travailler ensemble avant que Brad Pitt ne soit au summum de son talent. Et quand ils rejoignent ensemble, Brad Pitt, il a tout donné. Voilà, il a tout donné. Après, il n'a plus qu'à se diversifier pour montrer des facettes ici et là. Voilà, il avait fait Burn After Reading juste avant des frères Cohen. Il avait fait l'assassinat de James de Andrew Dominic. Voilà, il a fait des rôles divers et variés. Mais là encore, il prouve qu'il y a encore un côté de lui qu'il n'a pas montré. Et quoi de mieux qu'une histoire à 100% originale pour le démarquer une nouvelle fois. Voilà, c'est pas compliqué. C'est un film sous-coté à mort. Voilà, c'est pour ça que je voulais encore en parler, puisque Benjamin Button, chef-d'œuvre, mais chef-d'œuvre, il n'y a même pas moyen. Mon père me disait l'autre jour, quand j'avais vu le film, chef-d'œuvre, non, n'exagère pas. Bah si, justement, j'ai exagéré parce que justement, largement. Ah bah oui, non mais même pas. Parce que là, et même, moi je regardais la presse et les spectateurs à chaque fois me disent oui, c'est bien. Non, c'est pas juste bien, c'est magique. C'est juste incroyable. Après, évidemment, encore une fois, les goûts et les couleurs. Mais même, on voit le film, mais même si on n'est pas sensible à tout ce que le film véhicule, on est forcément obligé de reconnaître qu'il y a quand même une grandeur et qu'il y a quand même une poésie. Voilà. Il y a un moment comme ça qui m'a marqué, c'est quand Brad Pitt décrit l'accident du personnage de Kate Blanchett, donc qui aura la jambe broyée et qui ne pourra plus marcher. Et là, il nous fait comprendre que la vie, un rien peut déclencher un événement qui bouleversera la vie d'une autre personne tout jamais. Voilà. Parce que, bon, je ne vais pas vous refaire le scénario parce qu'il est trop compliqué à dire là sur le fait, mais en voyant le film, tu te dis, bah ouais, la vie, il suffit d'un rien pour provoquer une chose. Et après, il y a une scène entre les deux, à l'hôpital, où Kate Blanchett le somme de partir parce qu'elle est pas bien, elle est dans un mauvais état d'âme, elle vient d'avoir un accident, elle vient d'apprendre qu'elle ne peut plus danser et elle le supplie de sortir de sa vie. Mais c'est violent, évidemment que c'est très violent. Votre ami d'enfance vous dit je ne veux plus te voir dans ma vie, je ne veux pas que tu sois là, mais lui, mine de rien, il sait qu'elle a besoin d'aide et il va rester là pour elle. Et après, les deux se retrouvent et c'est beau. Et après, ils entament une relation et il y a une autre scène comme ça qui est très violente. Il y a une scène, enfin, qui est très violente, non, mais
il décide de partir en pleine nuit car il pense que lui ne peut pas élever son futur fils. Il ne peut pas élever son futur fils parce qu'il est en train de grandir en son savoir. Donc forcément, bah, il se retrouvera avec le même physique que son futur fils, donc enfin que sa future fille pour le coup. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et il dit à Kate Blanchett, je ne veux pas que tu aies deux enfants, deux adolescents, deux jeunes personnes à élever. Donc il décide de partir et elle le voit partir en pleine nuit. Mais quelle vision horrifique! Vous voyez cette personne-là partir. Mais justement, là encore, le talent des deux acteurs, il est immense. Voilà, Kate Blanchett dans un de ses meilleurs rôles. Elle sort de Galadriel, justement, tu le disais, mais là, tu la reconnais pas, encore une fois. Mais là, c'est le talent des acteurs, tu vois. Elle passe d'une trilogie fantastique, l'une des plus grandes trilogies Heroic Fantasy, à un film aussi sensible et aussi profond que Benjamin Button. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, je peux vous l'assurer, parce qu'il y a des acteurs comme ça qui ont beaucoup de mal à changer de personnage, de rôle. Mais là, Brad Pitt et Kate Blanchett, en fait, sont justement, voilà, Kate Blanchett qui est en ce moment à l'affiche donc du nouveau film de Guillermo del Toro, Les Différentes, une nouvelle fois. Mais l'alchimie, le courant qui passe entre les deux à ce moment-là, il est intact. Vraiment, il est inoubliable. L'histoire est inoubliable, la performance de Brad Pitt est inoubliable. C'est un film inoubliable, tout simplement. Voilà, chef-d'œuvre, monument. J'ose employer ce mot-là. Tant pis si je me fais dans les commentaires, j'assume. C'est voilà, l'étrange de Benjamin Button, c'est un monument du cinéma. Clair, hein. Tu l'as dit, ça vaut un live entier, mais oui, absolument, absolument. Vraiment, j'insiste sur la qualité du métrage. Voilà, même tu l'as dit, celle qui fait sa mère adoptive. Quel personnage incroyable. Voilà, il y a tellement de scènes comme ça remarquables. Il y a notamment cette scène où ils sont dans l'eau. Il y a un échange de regards à ce moment-là, mais waouh, c'est les deux, ils se regardent, ils s'aiment, mais c'est puissant. C'est de la puissance. Voilà, Brad Pitt qui regarde Kate Blanchett, c'est pas n'importe quel regard, c'est un regard, mais waouh, quoi, tu t'es foudroyé par ça, tu vois. Même en tant que personne hétérosexuelle, je suis foudroyé par le regard de Brad Pitt, tu vois. C'est inconscient. Ah, mais Brad Pitt, c'est un dieu. Même en tant qu'hétéro, on peut trouver que le mec est super beau gosse, ça c'est clair. Ah bah oui. Moi, même en tant qu'hétéro exclusif, non curieux de quoi que ce soit, je trouve que Brad Pitt est un beau gosse, mais de ouf en fait. J'aimerais ressembler à Brad Pitt en fait. C'est un modèle de beauté physique en fait. Si tu veux, quand tu es Brad Pitt, tu dis franchement, Dieu bénisse. Ah. Bah oui, mais justement, vous connaissez l'expression, même dans les films, ils ont pris cette blague. Ouais, et puis bah moi je suis Brad Pitt. Si toi t'es cette personne-là, bah moi je suis Brad Pitt. Tu vois. On cite souvent ce proverbe-là. Tu vois, Brad Pitt il est tellement beau que maintenant c'est un proverbe sur l'apparence, sur la beauté physique. Donc même dans des films comme ça, ils disent et pourquoi moi je suis Brad Pitt, tu vois, c'est un mec un peu loser, pas forcément beau gosse qui dit ça. Bah ça me paraît évident. Pourquoi tu peux pas l'être, hein? Voilà, c'est devenu un proverbe, c'est devenu une référence en matière de beauté physique. Et dans ce film-là, il est beau, mais quand il est jeune, il est incroyable. Et Kate Blanchett, elle est magnifique aussi. Et tu l'as dit, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? On voit le temps qui passe, en fait. On voit le temps qui passe. Ce que j'ai peut-être le plus aimé, en plus de la scène finale, c'est que on voit différentes époques. On voit les années 1900, ouais, c'est quoi, après, c'était pas la première, c'est la Seconde Guerre mondiale. On voit les années 20, l'entre-deux-guerres. On voit la Seconde Guerre mondiale. On voit les années 50, 60, 70, 80. Et à chaque fois, il y a les musiques qui accompagnent et le physique qui change décennie après décennie. Et on a vraiment l'impression que Brad Pitt, il a plusieurs vies dans le film. Mais même pour les gens qui n'aiment pas le film, ou qui trouvent que le film est moyen, on a quand même une scène à la fin où on a un bébé, un nourrisson, et à travers son regard, il a les souvenirs de toute la vie qui vient de passer, et on vient de voir sa vie, dans les bras d'une vieille femme qu'il a connue en tant qu'enfant, qu'il a aimé, avec qui il a eu un enfant. Ou tu as des scénarios comme ça, ou tu as des scénarios comme ça à Hollywood aujourd'hui. Ou il n'y en a pas, il n'y a pas des scénarios comme ça. C'est un film qui a eu 13 nominations aux Oscars, il a remporté 3 Oscars, et il a eu il a été nommé au BAFTA, au Golden Globes à chaque fois pour meilleur film, meilleur acteur. C'est largement mérité.
Il a plutôt bien marché au box-office, 335 millions pour un budget de 150 au box-office mondial. Mais c'est un film qu'il faut avoir vu absolument. Moi, je suis très, très content de l'avoir découvert aujourd'hui. Je le reverrai très clairement. Mais c'est un film majeur dans la filmographie. Et c'est un film complet avec un Brad Pitt vieux, un Brad Pitt à l'âge mature, un Brad Pitt à l'âge jeune, qui joue tout. Il joue plusieurs personnages dans le même personnage. C'est un film qui fait du bien. Voilà, c'est un film qui fait du bien. Tout à fait. Alors, du coup, je terminerai donc sur Benjamin Button. Voilà, peut-être qu'on en reparlera tellement il y a à dire sur ce film. Je vais juste situer le contexte du film parce que pour le coup, on n'a même pas dit de comment cette histoire est racontée. Parce qu'en fait, il s'agit de Cate Blanchett, enfin, de son personnage qui est devenu mère, donc qui va transmettre l'histoire de Benjamin Button qu'elle a aimé à sa fille. Et on apprendra on apprendra qu'au cours du film, que la femme qui lit l'histoire de Benjamin Button, et ben c'est sa fille en personne. Et parce qu'au début, deux femmes sont dans un hôpital. Voilà, une vieille femme donne un livre à une jeune femme qui l'accompagne à son chevet et elle commence à lire l'histoire de Benjamin Button. Et au fur et à mesure du film, on apprend que la personne qui lit l'histoire, et ben c'est en fait sa fille qui est en train d'apprendre que l'homme dont elle lit l'histoire, et ben c'est son père. Et là, quand tu apprends ça, quand tu n'as pas lu la nouvelle, et là, tu as juste envie de dire scénario, comme tu l'as dit, des scénarios comme ça, il n'y en a pas. Moi, je cherche des scénarios originaux. Je me dis, bah, Benjamin Button, voilà, juste de la magie. En plus, il y a même des coups de théâtre, il y a des twists, il y a des révélations. Tu comprends les choses sont liées. Voilà, j'ai envie de dire, une histoire d'amour comme ça entre une petite fille, Elle Fanning, et Benjamin Button, vieux, mais aujourd'hui, ça passerait très mal, voilà. Affaire de pédophilie, voilà, il y a des choses comme ça qui pourraient revenir, ce serait le risque. Aujourd'hui, ça ne pourrait même plus passer. Et pourtant, le film, il est dépourvu de tout ça, il n'y a rien du tout. C'est juste le scénario qui fait ce genre de scène-là. Mais c'est magnifique, au contraire, voilà. La vieillesse. Il n'y a absolument rien de malsain ou d'indécent dans le film, à aucun moment. En plus, le film parle quand même de l'adolescence, voilà. Le film parle quand même de la puberté, de l'évolution d'un vieillard, enfin d'un jeune homme dans le corps d'un vieillard, donc qui part de la maison. Voilà, le film aborde toutes les thématiques de l'adolescence, de l'âge adulte. Voilà, il grandit, il apprend à vivre par ses propres moyens. Quand il devient marin, il va dans un bordel à un moment, c'est très drôle. Voilà, mais il revoit son père qu'il a abandonné. Oui, je sais pourquoi tu rigolais. Ouais, c'était très drôle. J'avoue que la scène est surprenante. Voilà, non, mais c'est très clair parce que à un moment donné, cette scène où il va dans un bordel, ça m'éclate. Cette scène m'a plié de rire. J'en peux. Non, parce que en plus, on voit rien du tout. C'est pas vulgaire, on voit rien. Oui, justement, la scène est très rapide. C'est en mode, il est au lit avec une femme et la femme, elle se relève de sous la couette et elle regarde l'horloge. Elle me dit, mais qui t'es, toi? Et t'entends Brad Pitt sous tu vois le petit vieillard. C'est Gollum, tu sais ça. Tu te dis merde. C'est Gollum. tu le vois sous la couette qui en redemande encore. Et là, tu te dis, le film arrive même à faire ça. Mais justement, c'est le talent de Fincher. Tu vois, il arrive à placer ce petit moment de plaisir. Voilà, pour un jeune homme dans le corps d'un qui découvre la sexualité. Mais ça, c'est beau. C'est juste beau. Encore une fois, pas de vulgarité. C'est drôle, mais c'est sincère et c'est beau. Donc, bah écoute, nous en avons terminé donc pour les 5 films, enfin les 5-6 films du coup de Brad Pitt. Voilà, on en est déjà à 1h46 et presque 47 de vidéo. Et oui. Bah écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Très content, et merci à toi de m'avoir insisté pour que je regarde ces films, de regarder de nouveau et d'avoir découvert Benjamin Button. Bien évidemment, il y a tellement d'autres films dont on aurait pu parler, mais voilà, c'était cela et c'est très très bien comme ça. Les années 90, c'est des valeurs sûres, ça, c'est des films, c'est des valeurs sûres, c'est intemporel. Ah bah, Donc, et à ton avis, pourquoi c'est… Bah oui, les valeurs sûres, évidemment. Alors, juste un petit tour de sa carrière très brief. Alors, juste après, il fait Inglourious Basterds de Quentin Tarantino qu'on a abordé, qu'on a cité très brièvement. Encore une fois, passer de Fincher à Tarantino, il y a qui peut faire ça? J'ai envie de dire, qui peut faire ça? Après, il fait un film d'animation en voix originale. Il a aussi fait The Tree of Life de
Terrence Malick, il a fait Le Stratège, il a fait World War Z de Mark Forster, il a fait Cartel de Ridley Scott, il a fait un petit rôle dans 12 Years a Slave de Steve McQueen, il a fait Fury de David Ayer, David Ayer qui a réalisé l'un des plus mauvais films au monde, mais passons. Il a réalisé The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay, qui est revenu dernièrement avec le très bon Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio justement. Il a fait Allié de Robert Zemeckis, un des films les plus sous-cotés de ce dernier. Il a fait Wars Machine, il a fait Deadpool 2 de David Edge. Bon, alors ça c'était juste un mini caméo, mais d'ailleurs j'étais surpris de le voir, de le voir faire un caméo là-dedans. Et enfin, donc ces deux derniers films en date sont Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, pour lequel il a reçu son premier Oscar. Oscar donc du meilleur acteur dans un second rôle, je précise, hein, puisque DiCaprio n'a pas eu celui du meilleur acteur, et enfin Ad Astra de James Gray, voilà, que je n'ai pas aimé. Et actuellement, il est en tournage donc pour le prochain film de David Leitch, justement donc Bullet Train. Il est aussi en tournage donc pour Love City of Day, donc d'Aaron et d'Adam Nee, et pour le prochain film de Damien Chazelle, Babylone. Voilà. Donc ça c'est pour ce Il me semble qu'il y aura Margot Robbie. Il me semble qu'il y aura Margot Robbie dans le. Donc, Margot Robbie et Tobey Maguire aussi. Ils vont se donner de nouveau la réplique après Once Upon a Time. Eh oui, exact, c'est ça. Après, même s'ils n'ont pas de scène, si, non. Ils ont une scène ou pas dans Once Upon a Time? Non, je crois pas. Je crois pas. Ah non, mais ils ont joué comme dans le même film, donc oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, bah écoutez, nous touchons donc à la fin de cette vidéo. Alors du coup, il est possible que nous revenons sur Brad Pitt parce qu'il a fait tellement d'autres films qu'on n'a pas encore cités, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont importants. Merci Julien, ça fait un plaisir de parler de Brad Pitt et de ces films-là avec toi. Voilà, que ce soit Les Vents d'automne, Rencontre avec Joe Black, Benjamin Button, surtout de valoriser, de réhabiliter un peu ces films. Il le fallait. J'en avais très envie et ça me fait très plaisir du coup que tu aies pu en parler, donner ton avis sur ces films. Et on aura sûrement l'occasion de refaire ça. Et alors, nous en parlons. On a déjà d'autres projets de prévus. Nous avons notamment une vidéo sur les Wachowski de prévus, pas pour tout de suite, hein, mais elle est quand même prévue, elle est quand même dans les coulisses. Et en attendant, bah vas-y Julien, qu'est-ce que tu as prévu là sur ta chaîne en ce moment? Alors, moi, de mon côté, je vais reparler de certains films dont on a parlé aujourd'hui. Je laisse la surprise, je dis pas quand, mais très vite, voilà. Sinon, j'ai programmé les 2 prochaines semaines en vidéo. Donc, vous allez avoir des films anciens, des films nouveaux. Et ensuite, là, je suis en train de préparer le mois de mars. J'ai repris les adaptations de jeux vidéo sur ma chaîne. Donc, vous en avez eu quelques-unes. Vous allez avoir le prochain, le nouveau Resident Evil Reboot. Vous allez avoir du Tomb Raider avec Angelina Jolie et beaucoup d'autres films. Et beaucoup de The Walking Dead, puisque même si toi, je sais, The Walking Dead, je crois que tu suis pas trop. Mais j'ai jamais regardé, non. Ah ben voilà. Ben là, The Walking Dead, c'est la reprise donc de la dernière saison, et puis vous allez avoir pas mal de vidéos, des vidéos sur les comics, des vidéos de théorie, et donc je prépare les 2 premières semaines de mars. Je m'avance, histoire d'avoir au moins 1 ou 2 semaines d'avance pour pouvoir me reposer, parce que je fais tellement de vidéos, je regarde tellement de films entre le live Roland Emmerich qu'on a eu et ce live Brad Pitt, je crois que j'ai dû regarder une quinzaine de films en 10 jours et j'ai très peu dormi au final. Donc, je prends pas mal d'avance, histoire d'avoir plusieurs jours tranquilles pour me reposer. Mais voilà, bah oui, non, mais alors, oui. Et oui, alors parce qu'il par jour, chaque jour. Il faut savoir que Julien, à chaque fois qu'on fait un live, il n'a jamais mangé, il ne dort que très peu et il a fait des vidéos pour 1 mois et demi à l'avance. Contrairement à moi qui a déjà du mal à sortir 2 vidéos par semaine avec mes heures de taf qui sont assez flexibles hein, pourtant et qui a aussi du mal à regarder les films la nuit parce qu'il s'endort toujours devant tellement il est fatigué. Mais voilà, on voyait qu'on n'a pas tous le même rythme de vidéos. Voilà, d'un côté, il y a mon collègue et ami youtubeur qui, lui, regarde 15 films par jour et fait 36
000 vidéos par semaine et à moi qui tente de maintenir un rythme régulier et qui y arrive heureusement très bien. Bah écoutez, merci Julien encore de t'être joint à moi pour cette vidéo. Je vous mettrai en lien dans la description sa chaîne, évidemment, donc notre dernier live sur Roland Emmerich où j'ai réhabilité un film dont j'ai récemment parlé sur la chaîne d'ailleurs, dont il a fait la pub à ma place, ce qui était d'ailleurs très drôle. Bah écoute, je vous laisse là. Merci Julien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ladies. Come one step closer and I will knock his teeth out.